plus grand que ce que j'étais. Bien, mesdames et messieurs, messieurs les vice-présidents, messieurs les directeurs des structures satellites de cette agropole Méditerranée, les vice-présidents, je crois qu'il faut que vous montiez sur la scène quand même, qu'on puisse bien vous voir. Monsieur le directeur de la Samélite, monsieur le directeur de cette taux habitat, je ne l'ai pas vu, je l'ai vu par là. Mettez-vous au milieu là. Alors, je me suis permis de poser le masque parce qu'on a quand même une distanciation suffisante. En plus, étant vacciné, je ne risque pas de vous transmettre le Covid. Ça, c'est pour les esprits polémiques qui risquent peut-être de critiquer qu'on se réunit en nombre important. Mais je crois que l'espace permet d'être totalement sécurisé et de pouvoir travailler en toute sécurité. Alors, j'ai patienté un peu pour permettre à ceux qui avaient des difficultés pour se garer d'arriver, parce que vous l'avez compris, entre la taille des arbres, le chantier du parking de la place Stalingrad, le tournage de Candice Renoir sur le quai Vauban, c'est un peu compliqué pour se garer. Donc l'important c'est de venir à pied ou en vélo, en attendant que le parking soit réalisé, qui pourra bénéficier à l'ensemble de nos populations. Donc, je crois que tout le monde a pu prendre place. Le quart d'heure sétois est passé. Mesdames et messieurs les maires et vice-présidents de cette agropole Méditerranée, et mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers acteurs du monde économique, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette superbe enceinte du Théâtre Molière pour la réunion de présentation des investissements réalisés par les collectivités et institutions publiques que sont la ville de Sète, l'OPH Sète Taux Habitat, la SAELIT, la SPLBT et bien évidemment cette agropole Méditerranée. Je suis d'autant plus heureux que de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de nombreux maires, vice-présidents et élus du territoire, que nous n'avons que trop peu eu cette occasion de nous retrouver ces derniers mois du fait de cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire qui aura eu tant et tant de répercussions pour les entreprises, que ce soit d'un point de vue organisationnel, social ou économique. Et je vois dans la salle de nombreux professionnels du BTP, des grands groupes comme des PME, je vois des acteurs du numérique, des entreprises de nettoyage et des spécialistes de la sécurité. Tous, chacun à votre échelle, vous avez dû faire preuve d'une grande capacité d'adaptation et d'innovation pour exercer les missions qui sont les vôtres. Pour vous accompagner au mieux, dès l'annonce du confinement et de l'arrêt des activités économiques, cette agropole Méditerranée s'est positionnée comme la collectivité la plus mobilisée en termes de soutien financier aux entreprises impactées par la crise Covid en Occitanie. Plus de 1000 entreprises locales ont en effet bénéficié du plan de soutien massif aux entreprises porté par cette agropole Méditerranée, représentant un engagement sans précédent de plus de 14 millions d'euros d'investissement. Pour autant, nous tenions à être au rendez-vous du plan de relance en maintenant l'activité de la commande publique et les élus ont tenu à ce que ce plan d'aide financière aux entreprises ne se fasse pas au détriment de l'investissement public, puisque nous avons privilégié le recours aux prêts bancaires, permis bien évidemment par des taux particulièrement faibles. Avec plus de 166 millions d'euros d'investissement réalisés l'an dernier, alors que dans le même temps était constatée une baisse de l'ordre de 20% des investissements publics réalisés dans l'Hérault, nous pouvons dire
que nous avons été à la hauteur des responsabilités qui nous incombaient collectivement. Un soutien d'autant plus marqué que 80% de ces investissements ont bénéficié à des entreprises basées dans la région. Notre action est donc au service des habitants et des usagers du territoire, mais conforte également les professionnels qui le composent et qui en sont les principaux et les premiers ambassadeurs. C'est tout l'objectif de cette réunion qui vous est proposée aujourd'hui, qui offre aux acteurs économiques une meilleure visibilité sur les investissements planifiés par les collectivités, l'Office public de l'habitat ou la société publique locale. Les ateliers techniques qui vous seront proposés par la suite permettront également, aux côtés des agents des différentes collectivités qui restent à votre disposition, pour répondre à toutes vos questions et de vous familiariser avec ce processus, parfois, il faut bien le reconnaître, complexe des marchés publics. Et dans ce contexte si particulier dans lequel nous nous trouvons, où chaque investissement réalisé peut permettre d'assurer la pérennité d'une entreprise ou des sous-traitants qui y sont liés, il est plus que jamais indispensable que les acteurs publics soient à votre écoute et puissent permettre au plan de relance d'accroître sa montée en puissance. Cette dynamique, nous la poursuivrons non seulement pour 2021, mais aussi dans les années à venir. Et je pense qu'on en aura bien besoin. Parce que votre présence aujourd'hui rappelle que derrière chaque nom de société, derrière chaque passation de marché, ce sont avant tout des chefs d'entreprise, des salariés, des jeunes apprenants qui font vivre nos communes et qui contribuent au développement de notre territoire. Alors, plus qu'un engagement que nous prenons devant vous, c'est une véritable vision que nous défendons aujourd'hui, celle d'œuvrer ensemble pour le développement économique de notre territoire. Je vais donc, sans plus attendre, laisser la parole, puisque les intervenants vont être particulièrement nombreux, à M. François Escarguel. Mais je voudrais en profiter pour vous présenter les vice-présidents qui sont à mes côtés, en l'occurrence Michel Garcia, vice-président de Ville-Vérac, vice-président à l'agriculture essentiellement et aux espaces naturels. Florence Sanchez, maire de Poussan, vice-présidente à la créativité du territoire, l'attractivité du territoire, le numérique, les nouvelles technologies, les relations avec le Conseil de développement de cette agropole Méditerranée. Loïc Linares, lui c'est l'aménagement du territoire, vice-président et adjoint à Frontignan, la ville de Frontignan. Josian Ribes, oui, j'ai toujours le trou. Ça fait un certain âge, on commence à fatiguer, hein. Surtout à cette heure où c'est l'heure de la sieste en principe. Mais là, vous êtes dans le noir, on ne vous voit pas. Tes délégations, alors. Cohésion sociale, égalité hommes-femmes. Alors hier, c'était ta fête. Christophe Durand, c'est le vice-président aux structures culturelles de cette agropole Méditerranée, maire de Mireval. Yves Michel, maire de Marseillan, vice-président à tout ce qui concerne l'eau, petit cycle et grand cycle. Et Henri Fricou, maire de Metz, vice-président aux grands travaux de cette agropole Méditerranée. J'ai à peu près tout dit. Les autres intervenants, Monsieur Giral, directeur de cette Habitat. L'autre directeur, il y a Monsieur Christophe Clerc, directeur de la SEM Élite et de la SPLBT. Et les chefs de service vont prendre la parole à tour de rôle. Donc, je ne vous les présente pas. Ils se présenteront eux-mêmes tout à l'heure. Je passe donc la parole tout de suite à Untes Parti. Ah, il se cache. Il faut toujours se méfier. Il y a toujours quelqu'un dans son dos. François Escarguel. Covid oblige, il faut qu'on change de micro. J'ai pas tout touché. Hein. Non, mais je sais bien, mais on m'a demandé de changer de micro entre intervenants. Je vous laisse installer parce que Et non, c'est toi qui le tiens. tout ce que je touche, je le casse. Ah bon. C'est bon?
Normalement, ça marche. Normalement, ça marche. Comme je n'ai aucun retour, je ne sais pas du tout si ça marche. Ça marche. Donc en fait, je me suis légèrement écarté parce que je ne suis ni maire, ni vice-président. Je ne suis que l'adjoint au maire de Sète en matière de commande publique. Alors, le titre de la réunion qui nous regroupe aujourd'hui, qui était là il y a 5 minutes et qui a disparu, merci pour la technique, c'était le titre que je cherchais, qui vient de disparaître. Voilà. Donc là, mon entrée en matière est complètement coupée. Marché public sur le bassin de Thau, une chance à saisir. Et ce titre, donc, une chance à saisir, m'a fait penser à un slogan un petit peu ancien, que je pense tout le monde connaît, qui était « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Alors le but d'une telle manifestation, c'est d'amener les entreprises à participer à la commande publique. Pour remporter un appel d'offres, bien évidemment, il faut y participer, d'où le souvenir que j'ai eu de ce slogan sur 100% des gagnants ont tenté leur chance. Mais la commande publique, ce n'est pas le loto, ce n'est pas l'euro million, mais ce qui est quand même important de savoir, c'est que les communes, je ne parle pas spécialement des nôtres, les communes en général en France, et leur groupement représentent à peu près la moitié des dépenses des collectivités en devenant les fers de lance, et j'en refais là, c'est absolument redoutable, donc en se devenant les fers de lance en période de crise sanitaire. Ce qui est vrai au niveau national l'est encore plus au niveau local. Sur le territoire de cette aglopole Méditerranée, la commande publique représente 82 millions d'euros. Pour la ville de Sète, ce que je connais plus particulièrement, près de 48 millions d'euros en 2020, dont, ce qui est très important, 46% sur le bassin de Thau, soit 22 millions d'euros. Donc quand on dit que la commande publique et la collectivité est un acteur important dans le cadre de la relance, les chiffres nous démontrent que c'est tout à fait le cas et qu'il faudra d'ailleurs arriver à augmenter ces chiffres, augmenter ces pourcentages pour que le bassin de Thau devienne finalement le principal fournisseur de la collectivité locale qui est la ville de Sète et je dirais plus largement de l'aglopole. Et on peut se poser la question de savoir quelle est l'entreprise privée qui pourrait s'enorgueillir d'investir sur le territoire 22 millions d'euros. Je pense qu'il y en a peu. Mais la commande publique, ce n'est pas le loto ou l'euro million, car elle ne laisse strictement aucune place au hasard. Au contraire, c'est un domaine qui est extrêmement réglementé, rigoureux et qui exclut totalement l'arbitraire. Et ce qu'on appelle en général le fait du prince, qui, vous le savez, est maintenant extrêmement surveillé par la Cour des comptes, extrêmement surveillé par les parquets et extrêmement surveillé par le tribunal administratif. Donc il faut être extrêmement, j'insiste sur ce terme, vigilant en la matière. Pour cela, les marchés publics sont le plus objectifs possible. Lorsque nous avons à traiter de diverses offres, il y a des critères de classement. Actuellement, les deux critères essentiels, bien évidemment, c'est le prix et c'est la technique, quoique le prix n'est pas toujours évalué de façon plus importante que la technique, que les éléments techniques. Et nous envisageons, et c'est un chantier qui est actuellement en cours, nous envisageons de pouvoir prévoir un troisième critère qui serait un critère environnemental, notamment qui puisse mesurer l'empreinte carbone, ce qui permettrait, alors je ne dirais pas indirectement, parce qu'il ne faudrait pas croire justement que c'est le retour de l'arbitraire et du fait du prince, mais ce qui permettrait de privilégier les marchés courts et donc de privilégier bien évidemment, dans certains secteurs, les entreprises du bassin de Thau, car elles ont une empreinte carbone moins importante sur un déplacement dans le cadre du territoire qu'une société, pour forcer un petit peu le trait, qui interviendrait de Dunkerque, de Lille ou autre. Et par ailleurs, le deuxième volet qui est important pour que ce pourcentage augmente de participation des entreprises du bassin de Thau, c'est précisément que pour gagner, il faut participer. Alors, comme je vous l'ai indiqué, c'est un domaine qui est très complexe, extrêmement réglementé, et qui n'est pas souvent adapté à toutes les entreprises, à toutes les tailles d'entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas un référent en matière d'appel d'offres pour intégrer les marchés. Et pour ça, que ce soit l'agglo ou que ce soit la commune, la ville de Sète, nous avons particulièrement, enfin les services en tout cas, ont particulièrement de disponibilité pour assister les entreprises. Alors c'est passé d'abord par une uniformisation des standards, c'est-à-dire des marchés eux-mêmes, des plateformes permettant de répondre à ces marchés, un accompagnement important qui est fait par les services. À titre d'exemple,
Les services peuvent très bien être contactés téléphoniquement pour aider à la mise en place des signatures électroniques. C'est un petit peu compliqué. J'y suis passé en tant qu'adjoint. J'ai été aidé par les services. Je présume que les entreprises également ont besoin de ça. Mais ce sont des choses qui fonctionnent. Je dirais presque dans l'outline, lorsqu'il y a une difficulté pour remplir un document virtuel, dématérialisé, n'hésitez pas à contacter le service de la commande publique parce qu'il faut impérativement que toutes les rubriques soient remplies. Si jamais certains critères ne sont pas complétés, si certaines demandes ne sont pas satisfaites, c'est quasiment éliminatoire. Et lorsque l'on procède au classement, vous savez que les critères permettent de donner avec des sous-critères des notations, donc ça reste totalement objectif. Et en fonction de ces notations, il y a un classement des entreprises qui se font. Et ce classement permet de déterminer quelle entreprise va remporter le marché. D'où l'importance d'être particulièrement vigilant et de ne pas hésiter, et j'ai la directrice adjointe à côté de moi, de ne pas hésiter à contacter les services communes et agglo, puisqu'ils sont mutualisés de la commande publique, pour vous faire aider. Et c'est à ce prix-là, et c'est avec cet effort-là, tant de notre part que de la part des entreprises, que nous arriverons à pouvoir affirmer que 100% des gagnants ont tenté leur chance et qu'un maximum d'entreprises ont pu participer aux appels d'offres et partant de là, que ce chiffre que vous indiquez tout à l'heure de 22 millions d'euros sur le bassin de taux pour la ville soit largement développé et que le pourcentage explose. Voilà les quelques observations que je devant passer la parole à monsieur le maire Fricou qui doit être là-bas. Je vous remercie. Bien, Monsieur le Président de la SAM, Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs, donc après les deux interventions donc, du Président de la SAM et de Monsieur François Escarguel, donc ces deux interventions, en tous les cas, traduisent bien toutes les ambitions que nous portons en matière de la commande publique. Et je tiens à rappeler l'importance pour les entreprises locales que vous êtes de bien connaître toutes les procédures de passation des marchés, comme d'ailleurs pour l'administration d'assurer une bonne diffusion aux entreprises des marchés qui vont être passés. Ils se tiennent, comme a dit François Escarguel, à votre disposition. Je pense que la communication est déterminante afin de maintenir un effort d'investissement conséquent sur notre territoire. En tous les cas, c'est l'objectif qui est porté par la SAM et puis pour cette réunion aujourd'hui et qui, a priori, a principe et vocation à être pérennisée. Comme l'a souligné aussi donc, le président Comègne tout à l'heure, les investissements publics s'élèvent sur notre territoire dans leur globalité à plus de 166 millions d'euros et qui se décomposent comme suit. Donc voilà, vous l'avez sous les yeux. Vous voyez, la SAM, c'est plus de 82 millions d'euros. La ville de Sète, 48 millions, près de 300 000 euros. Taux Habitat, 23 millions d'euros. Et la SEP, LBT, SA Elite, 13 millions d'euros. Ensuite, vous pouvez constater que pour la SAM en particulier, donc sur les entreprises du bassin de Thau, c'est 27% qui ont été traduits par des travaux et les entreprises ont bénéficié sur le bassin de Thau à hauteur de 27% pour 22 150 000 euros, 41% sur le département de l'Hérault, 13% en Occitanie, sur notre territoire, plus de 81% ont été injectés dans les entreprises locales. Et bien sûr, sur le territoire national, c'est 19%, donc 15 500 000 euros. Pour la ville de Sète, pareil, donc sur le territoire de l'Occitanie, c'est 76,43%. Et sur le territoire national, 24% pratiquement, 11 400 000 euros. Pour un montant total de 48 millions, donc 278 134 euros. Pour la SEP, LBT, la SA Elite, sur près de 13 millions d'euros, 90% donc sur le territoire de l'Occitanie et sur le bassin de Thau, 15%, 72% sur l'Hérault et 3,3%
en Occitanie. Et taux habitat, pour un montant de 23 millions, c'est 95,65% en Occitanie. Et sur le bassin de taux, 13%. C'est bon pour les trucs. Donc, cet attachement à réaliser des investissements sur notre territoire aux côtés des entreprises locales se ressent clairement à travers ces chiffres qui viennent de vous être donnés. Et sachez que nous ferons tout pour préserver cette dynamique. Et là, maintenant, je vais laisser donc la parole au service pour rentrer dans le vif du sujet, donc dans les détails des futurs projets et futurs investissements pour les années à venir. Monsieur Couture. Bien, concernant cette Aglopole Méditerranée, hein, c'est une présentation sur deux diaporamas. Le premier diaporama concerne les projets 2021 qui relèvent du bâtiment et de l'infrastructure. On a un volet d'affaires de l'ordre de 16,5 millions d'euros sur les deux thématiques, avec pour la partie bâtiment, les plus gros projets, hein, c'est la construction d'une médiathèque intercommunale à Ballaruc-les-Bains. C'est un projet qui va être lancé en lot séparé avec une publicité à peu près mi-2021. L'autre volet, c'est la construction de la piscine de Gijan. Donc c'est un marché qui a déjà été attribué en entreprise générale, en conception-réalisation. Mais pour autant, le mandataire du groupement, donc la société Eiffage, est en cours là, de recrutement de ses sous-traitants. Donc sur des projets comme ça de 7 millions d'euros, il faut savoir que l'expérience nous montre qu'il y a environ 50% du montant des marchés qui sont sous-traités. En matière de voirie, on est sur un volet de 4,5 millions d'euros avec le principal projet qui concerne la création de ce qu'on appelle dans notre jargon le PEM de Ballaruc-le-Vieux, en fait, qui est plutôt une garde routière sur le cheminement c'est une des parties en fait du projet de requalification de la RD2. Et voilà, on a également sur l'aspect voirie des travaux de géotechnique sur le renforcement d'une falaise au droit de la piste cyclable sur le RD2. Voilà. En matière de mobilité, on est sur un 145 000 euros de projets qui sont essentiellement des missions d'AMO. Et on a mis aussi pour mémoire 55 millions d'euros. C'est le lancement de notre DSP transport, en fait. Hein. Donc c'est l'exploitation du réseau de transport public de cette Aglopole Méditerranée. Je passe la parole à Patrick. Bonjour. Pardon ? Non, pourquoi ? Non, je garde celui-là. Bonjour, donc en ce qui concerne le pôle cycle de l'eau environnement, donc vous avez les chiffres qui sont présentés ici, c'est un peu moins de 60 millions d'euros. Au niveau de l'assainissement, sans rentrer dans le détail, donc on a presque 9 millions d'euros de travaux qui seront investis. Certains ont déjà été attribués. Je pense notamment à la réhabilitation de la chaîne de transfert sous la route de Ballaruc à 7, qui était un gros dossier là, qui pèse 800 000 euros. Ensuite, on a des grosses opérations en assainissement. Je citerai tout particulièrement la création d'une conduite de refoulement sur le quai des Moulins, avec des travaux normalement qui devraient débuter en septembre. Le dévoiement, le renforcement de réseau sur la commune de Metz pour 600 et 350 000 euros, donc 950 000 euros, avec des travaux qui débuteront également en septembre, des consultations qui partiront en avril et en mai. Donc, et puis, une consultation en cours qui concerne la création de la station d'épuration de Villeveyrac. Donc, c'est 3 millions d'euros de travaux, dont une grande partie en fait, seront sous-traités à des entreprises locales. Donc, c'est une consultation qui est en cours et qui, avec des débuts de travaux qui devraient être effectifs en octobre. En ce qui concerne les espaces naturels, c'est 1,7 million d'euros de travaux. C'est essentiellement l'aménagement de l'aire d'accueil du pont-levis à 7, avec une opération qui sera à cheval en fait, sur 2021-2022 et qui devrait démarrer en fin d'année. Ensuite, c'est l'aménagement d'un parking de stationnement Bois des Arisquets à Frontignan, et puis des travaux d'entrée de zones naturelles sur les salins de Frontignan. Ensuite, en ce qui concerne le troisième pôle, qui est le pôle eau potable, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a à peu près une dizaine d'opérations inscrites, de renouvellement de canalisation, des travaux classiques, pas des gros diamètres.
Le plus gros diamètre, en fait, on est sur un FI 350. Mais sinon, des travaux essentiellement donc, sur Sète et sur la ville de Metz. En eau pluviale, 2,3 millions, avec un bassin qui est en cours de travaux, là, un gros bassin de rétention au Valoris sur la commune de Poussin, qui est déjà en cours, et puis beaucoup de travaux sur la commune de Frontignan, avenue du Muscat, qui va générer un peu plus de 500 000 € de travaux. Sur Marseillan également, des travaux importants prévus sur le quai de Toulon pour 450 000 €. En dernier point, on a les déchets. Alors, les 30 millions d'euros, ils ne sont pas forcément à dépenser dans l'année, mais par contre, c'est la consultation pour la modernisation de l'UVE de Sète. Et le reste, en fait, concerne essentiellement une opération qui va être lancée par la SPL Ecomed et qui concerne la réalisation d'un centre de tri sur la partie ouest-héros. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà à peu près les 60 millions d'euros de travaux qui seront lancés cette année. Merci. Il change de micro, il ne change pas de micro. Ça dépend s'il veut. Tu changes. Donc, pour ce qui concerne la ville de Sète, on sera sur des montants qui seront un peu plus petits. Ce qui caractérise les travaux au niveau de la ville de Sète, c'est une multitude d'opérations. On a une quarantaine de projets qui sont inscrits sur le budget 2021, mais il y a quand même donc des opérations importantes. Donc, aujourd'hui, deux grands domaines, deux grands programmes qui guident notre action. Donc, Action Cœur de Ville, qui est la revitalisation, redynamisation du cœur de ville, qui va se traduire cette année après la finalisation des travaux du parking qui est en face donc, de la place Stalingrad, l'aménagement donc, de la place donc, par la ville. L'appel d'offres va être lancé d'ici la fin du mois de mars ou tout début avril, avec un début des travaux pour l'été. On irait sur un gros projet. On va lancer l'appel d'offres également pour l'aménagement, la construction d'un pont au niveau du conservatoire et d'un giratoire. Donc là, on est sur une opération travaux à 1,5 million. Pareil, un appel d'offres qui va être lancé d'ici 15 jours, 3 semaines. Ce qui est une grosse action également de la ville de Sète sur le quartier politique de la ville de l'île de Thau. Donc un dossier en rue important, une douzaine d'opérations qui représentent 15 millions d'euros de travaux. Cette année, donc on va lancer la construction d'une salle polyvalente qui va représenter 1,2 million de travaux. Les appels d'offres, on a déposé le permis il y a plus d'un mois. Les appels d'offres vont être lancés dans les prochaines semaines. En termes de travaux qui sont également planifiés, on est en train d'attribuer des marchés. On va finir l'aménagement du parc Simone Veil. On va lancer les travaux de réaménagement de l'école des Beaux-Arts. On va construire une voie verte nord donc qui va permettre de boucler la ville en termes de déplacement cyclable. On va lancer d'ici quelques mois les travaux pour la piétonisation des quais Suquet et le Maresquier. On a des opérations de requalification des espaces publics sur l'île de Thau qui vont être lancées également. On a du patrimonial dans les gymnases et les écoles, donc des petits appels d'offres qui vont être lancés. En termes de répartition, sur les 19 millions d'euros, il y a 40% dans les bâtiments et 60% à peu près sur la voirie, un petit peu sur les espaces verts. Concrètement, on dépense entre 15 et 20 millions d'euros par an en investissement pour aménager la ville. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons rester donc dans le concret sur l'offre de marché de travaux aux entreprises portée par la SPLBT et la SA Elite. Le premier projet, c'est la requalification et l'extension et réhabilitation du bâtiment Flexis qui se situe donc sur la ZAE Les Eaux Blanches. En 2018-2019, la SPLBT a mis 2 millions d'euros pour requalifier cette zone et permettre donc son extension et supporter la réhabilitation et restructuration du bâtiment Flexis.
pour 1,5 million d'euros, 14 lots. Les marchés sont lancés, nous n'avons pas encore réceptionné les offres. Nous avons également un projet sur la ZACOM de Ballaruc, au niveau donc de la requalification de la barrière et de Ballaruc Loisirs pour un montant de 3 millions d'euros, répartis en lot voirie, maçonnerie, réseau sec, réseau humide et éclairage public. Nous sommes ici dans la ZACOM de Ballaruc, donc une concession concédée par SAM à la SPLBT. En parallèle, je reviens donc sur les concessions multisites, comme pour Flexis, donc sur la Catonnière à Bouzigues, qui supportera un montant de travaux de 660 000 euros. Projet en juin 2021, démarrage des travaux septembre 2021. Pareil, voirie, maçonnerie, réseau sec, réseau humide et éclairage public. Toujours dans le cadre donc de la concession multisite ZAE, nous allons intervenir sur Massilia, l'extension de la ZAE Massilia sur Marseillan pour 1,5 million d'euros sur la phase 1. Consultation 3e trimestre 2021, travaux 4e trimestre 2021. La SPLBT est intervient également au travers d'une DSP, donc confiée par la ville de Sète, concernant donc les parkings de la ville de Sète, 3 nouveaux parkings. Pour l'année 2021, nous allons lancer le projet de parking de 300 places sur la place Aristide Briand pour 11 millions d'euros. Nous avons lancé donc en 2020, toujours dans le cadre de la DSP, 8,5 millions d'euros sur le parking Stalingrad, que vous avez vu tout à l'heure sûrement. Suivra sur cette DSP en 2022-2023 le 3e parking qui fait partie donc de la DSP, qui est le parking de la consigne à côté du mall. En parallèle, la SA Elite intervient également donc en marché public et en offre de marché donc aux entreprises. En 2020, nous avons lancé sur la ZAC S Rive Sud 5 millions d'euros de travaux sur cette première partie de cette ZAC. Nous allons en 2021 avoir des marchés parallèles sur des interventions de démolition d'immeubles, de reprise d'ouvrages, de désamiantage et de dépollution en limite du port, mais également au fur et à mesure de la maîtrise foncière que nous opérons sur ce secteur. Pour en 2022, je dépasse un petit peu l'année 2021, pour en 2022 et 2023, relancer la 2e tranche pour 4 à 5 millions d'euros. Voilà pour les projets principaux. Ils représentent donc en 2021 17,5 millions d'euros, se reconduiront sur la même fréquence en 2022 et 2023. Voilà, merci. Bonjour mesdames et messieurs, donc je vais vous parler de l'activité de l'Office HLM. Une activité 2020 sur laquelle on n'y reviendra pas, fortement perturbée par l'arrêt des chantiers, qui nous a malheureusement fait fortement chuter le volume de donneurs d'ordre, de commandes à la filière du BTP. Et 2021, on va surtout parler des projets, nous permet de retrouver, j'allais dire, la plénitude et le développement que l'ADLO, l'État attend en matière de construction de logements sociaux, puisque le PLH, le plan local de l'habitat, de l'ADLO fixe la jauge à 490 logements sociaux par an sur le territoire. L'Office s'engageant en contrepartie à assumer la moitié de cette production. Donc on fera tout en interne pour faire en sorte que cette jauge de 245 logements sociaux soit systématiquement assurée d'année en année, même si
on est tributaire de l'aléa de la production des promoteurs sur la partie VFA. On est tributaire de la maîtrise des fonciers, de l'autorisation de ZAC, et vous savez, ou vous devinez, pour ceux qui ne le maîtrisent moins, que l'acte de construire aujourd'hui, on n'est plus sur des délais de 4 à 5 ans entre le moment où on décide un projet et où on remet des clés aux locataires, que 2-3 ans. Et cette lisibilité que l'on n'avait pas nous oblige justement à faire en sorte qu'on se positionne sur des autorisations de financement octroyées par l'ADLO pour le compte de l'État et pour son propre compte le plus rapidement possible. D'où le fait que les 37 millions d'euros, vous le voyez, hein, c'est à 33 millions, c'est quasiment la production neuve annuelle. Donc on vous garantit, alors sauf mauvaise surprise, comme on a eu sur l'APL, cette volumétrie dans les années à venir. C'est un volant récurrent. Parce que, donc, d'ores et déjà, l'Office paye pour les marchés attribués ou monte des marchés quasiment tous en allotissement, hein, je préfère le dire, parce que souvent c'est une critique qui nous est portée. Il n'y a aucun marché en conception-réalisation apporté à des grosses boîtes. On privilégie l'allotissement des marchés. Et l'activité porte aujourd'hui sur globalement la construction de plus de 800 logements. Donc cette partie récurrente, retenez-la, 245 logements neufs. Alors neufs s'entendant soit sur les nouveaux fonciers, soit sur les reconquêtes de centres anciens, où on est sur de l'acquisition-amélioration. Et en termes de production, essayer de trouver un équilibre, même si dans les faits ça ne veut pas dire grand-chose, entre la maîtrise d'ouvrage directe de l'Office et le recours au VFA, hein, aux acquisitions en l'état futur d'achèvement, sachant que plus on s'éloigne des centres urbains où on doit reconstruire la ville sur la ville, plus on a recours à la VFA, en partenariat avec la promotion privée, et plus on est sur des tènements nouveaux, plus on essaie de faire à la maîtrise d'ouvrage direct pour ne pas s'appauvrir justement en compétences, puisque le deuxième gros volet qu'on met en œuvre, c'est la réhabilitation du parc ancien. Ça ne sert à rien de construire si on ne se préoccupe pas de la mise aux normes et des vieillissements. Donc une volumétrie cette année, vous le voyez, de l'ordre de 4 millions d'euros. Un gros projet sur l'île de Thau, le Lamparo et le Chalut, pour ceux qui connaissent. La remise aux normes de la résidence pour seniors, le Trémont. Le plan de changement des chaudières, puisqu'il faut lutter contre les déperditions énergétiques avant que le gaz soit remis en cause. Donc voilà, en termes d'activité, l'Office sera au rendez-vous. Donc sauf, puisque vous le savez, on est sur un secteur très réglementé, le logement social, donc sauf imprévu, vous pouvez considérer que c'est une activité quasiment pérenne, annuelle. Bonjour, je remplace Youssef El Atabi, qui a eu un empêchement de dernière minute. Voilà, je vais vous présenter la dernière palette qui sont des marchés en groupement de commandes, principalement de fournitures et de prestations de services. Alors le premier gros marché, c'est un marché d'impression de documents qui est à l'outil, bien sûr, toujours pareil, pour essayer de faire travailler les entreprises locales. Au niveau du document impression, vous aurez tout type d'impression, comme ça va toucher les spécificités des entreprises. Après, en deuxième marché, vous avez les marchés de nettoyage de locaux. Là aussi, ça sera loti en fonction du type de nettoyage de bâtiments à réaliser. Et après, le troisième gros marché que l'on va réaliser pour 2021, voire premier trimestre 2022,
c'est marché d'entretien de bâtiments. Alors c'est tout type d'entretien. Vous avez de la fourniture de bureau, au mobilier de bureau, jusqu'à les fournitures d'entretien de bâtiments propres comme les plomberies, électricité, voilà, électricité, tous les 7 lots que l'on trouve dans les bâtiments de construction. Voilà. Bonjour, donc on passe à un moment d'échange avec la salle. Si vous avez des questions, profitez-en, on a les plus grands prescripteurs ici, n'hésitez pas. Vous appelez, là, il y a des gens avec une perche normalement qui peuvent vous... Donc pas de questions, pas de remarques. On passe tout de suite à la partie suivante. Pas de questions? Donc, on va attaquer la partie marché public, purement commande publique en elle-même. Alors, je me présente, je suis Emmanuel Deneuve, je suis le directeur commande publique de SAM 7 et les différentes communes mutualisées, et mon adjointe Rachel, qui a oublié quelque chose. Alors, on y va, je commence tout de suite. Tu prends la parole? Allez. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Parfait. La deuxième partie, on va essayer de vous montrer, déjà on va vouloir dépoussiérer un petit peu l'image qu'on peut avoir de la commande publique. On est là pour vous aider, on est là pour soutenir l'économie. Bon, locale, si on peut le faire dans le cadre du plan de relance de notre exécutif. Donc on va vous présenter en première partie de notre démonstration les mesures que nous avons mises en place en 2020 pour venir en soutien à nos entreprises. Donc c'est sous 4 volets. C'est aider face aux conséquences économiques de la crise. C'est promouvoir l'insertion pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi. C'est renforcer nos structures et nos dossiers pour que vous puissiez venir de façon stable et durable dans les marchés publics. Et c'est également simplifier les démarches. Pour reprendre ce que disait M. François Escarguel, c'est important de vous faciliter les choses pour démystifier le côté complexe des marchés publics. Donc dans le premier slide que vous avez derrière moi, vous avez 4 premières mesures qui concernent le volet aider les entreprises face aux conséquences économiques de la crise. Donc ça concerne vraiment le premier confinement du mois de mars, où on est venu en premier reporter les dates limites de remise des offres pour permettre aux entreprises de s'organiser pour récupérer leur ordinateur, leur clé de signature, toute leur bureautique à la maison afin de pouvoir répondre en temps et en heure. Donc le premier objectif, ça a été ceci. Et puis quand on a vu que tout le monde avait pris le pas du tout des maths et était en capacité de répondre depuis leur bureau à la maison, on est passé sur l'action 2 qui était entre le mois de la fin du confinement et juillet. On est parti sur une continuité. On a lancé à peu près une trentaine de consultations et on a maintenu leur attribution, puisqu'il faut savoir que depuis 2018, autant sur la ville de Sète que sur cette aglopole Méditerranée et également sur nos communes mutualisées, nous sommes en tout démat, ce qui nous permet en fait de pouvoir faire signer les marchés, établir les actes administratifs, tout ça depuis un poste informatique. Donc ça permet de fluidifier énormément les process et maintenir du coup une certaine efficience auprès de l'économie pour ne pas ralentir l'attribution de nos dossiers. L'action 3, alors ça il faut savoir, c'est notre petite fierté avec mon directeur, c'est qu'avant que l'ordonnance nous dise attention, il ne faut pas appliquer les pénalités de retard dont les retards sont liés à la crise, on avait déjà anticipé, on avait conseillé à nos directeurs, à nos services opérationnels, des ordres de service d'ajournement pour pouvoir se dire attention, on a déjà arrêté les chantiers, donc de fait, vu qu'on a arrêté le chantier jusqu'à nouvel ordre, du coup on n'a pas de retard, donc on n'a pas de pénalité de retard. Et enfin, mesure numéro 4 qui était la proratisation des redevances d'occupation domaniale. L'exemple probant, ça a été pour nos paillotes en bord de mer à la ville de Sète. Puis du coup, il y a eu moins d'occupation puisqu'il y avait eu le confinement. Donc en fait, la ville a pris comme mesure de proratiser au niveau du temps réel d'occupation les redevances que doivent verser les exploitants des bains de mer. Voilà. On continue. Donc toujours dans aider les entreprises, donc on a un volet indemnisation, ça nous est arrivé plusieurs fois sur plusieurs dossiers divers, que ce soit en fourniture ou en prestation intellectuelle, même en service. Lorsque le prestataire travaille
jusqu'à ce qu'au dernier moment, on lui dise, écoutez, tout compte fait, ta prestation, elle va s'arrêter là. Il a quand même investi, il a eu des dépenses réellement liées pour l'exécution de ces prestations. À ce moment-là, sur justificatif, on a pu indemniser, donc indépendamment du paiement de la prestation qui a été annulée, on a pu en gros le défrayer. Voilà. Donc notamment ça, sur le domaine de la culture. Ça évite de pénaliser les structures. Oui, la culture notamment. Exemple, pour le festival, quand je pense à Fernande, le prestataire avait travaillé en amont et devait se rémunérer sur la vente des tickets. Puis comme on n'a pas fait le spectacle, les tickets n'ont pas été vendus. La personne avait quand même travaillé en amont, donc ça a été indemnisé. Action numéro 6. Donc ça concerne la continuité de l'exécution financière. Alors ça, c'est vraiment sur certains types de marchés. C'est pour ça qu'on l'a mis en dernière action. Les marchés pour lesquels on a un prix global et forfaitaire, donc c'est quelque chose qui inclut indépendamment des quantités réellement exécutées, où le contrat prévoyait des échéances phares pour verser les paiements, et bien en fait, même si on a suspendu l'exécution du contrat parce qu'on ne pouvait pas travailler en raison du confinement, on n'a pas suspendu les paiements puisqu'ils étaient prévus. Ça a permis du coup de permettre que la trésorerie ne soit pas grevée par ces arrêts de paiement. Voilà, ça c'est l'ordonnance qui nous le permettait et donc on a pu le mettre en place, notamment je crois pour les tribunes de la Halle Marty, sur la ville de Sète. Tout à fait. On continue sur les mesures 2020, toujours, pendant la crise Covid. On a mis en place l'insertion, on promeut l'insertion. Alors je te laisse en parler plus, tu connais mieux que moi ce sujet. Alors l'insertion, donc l'objectif premier, c'est vraiment donner du sens à l'acte d'achat, c'est de permettre par le biais de la commande publique, comme tu disais que c'était un gros levier économique, de faire travailler des gens qui en sont éloignés. Ça a permis sur le territoire notamment de faire travailler pour 2019 37 personnes des quartiers prioritaires de la ville. Et en 2020, donc en dépit de la crise sanitaire, ça a permis d'employer notamment 22 personnes des quartiers prioritaires. On a quand même de très bons résultats si vous regardez les encarts gris. On est sur 73 000 heures sur 2019, 27 000 heures sur 2020, sachant que les résultats ne sont pas complètement terminés. On a encore des chantiers en cours, on n'a pas eu le temps d'avoir tous les retours. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Alors je fais un petit peu de pub pour la télé numéro 1 qui sera animée par monsieur Michel Valero, qui est notre facilitateur de la clause sociale sur le territoire. Quand je dis territoire, c'est le bassin de Thau. Il fait le tour des communes et il est à la disposition des entreprises pour leur montrer que la clause sociale que nous imposons à hauteur de minimum 10% de la main-d'œuvre dans nos marchés, ce n'est pas un frein pour venir dans nos marchés. Au contraire, ça peut même pour certaines entreprises, notamment les PME, renforcer leur effectif ponctuellement, puisqu'ils peuvent même proposer davantage de personnes en insertion. Et rapidement pour dire que l'insertion, c'est quoi? Donc on demande à l'entreprise d'apporter un encadrement technique, de donner des mesures pour accompagner la personne qui est prise dans le cadre de l'insertion au niveau de son cursus socio-professionnel, voire même de mettre en place un dispositif de formation professionnelle. Donc ça c'est très très bien, puisqu'en fait ça permet du coup de faire monter en compétences et de diplômer des personnes qui étaient éloignées de l'emploi. Donc ça c'est important. Alors actuellement, les 3 volets que vous voyez là ne sont pas imposés dans le cadre de la clause. Après, en fonction des dossiers, en fonction du public concerné, peut-être qu'on pourra se dire, là on va insister sur le volet formation. Il y a des fois on le fera, il y a des fois on ne le fera pas. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est de surtout ne pas bloquer l'entreprise lorsqu'on met de la clause sociale. Ça doit rester pertinent et agile comme dispositif, sinon ça ne fonctionnera pas. Et l'entreprise, elle s'engage au-delà de ces modalités, donc soit in fine à recruter des salariés par rapport au nombre d'heures qui est prévu sur la durée de son marché, ça peut arriver, soit à minima respecter le nombre d'heures qui est marqué dans le contrat. On a un très très bon retour de la part de Michel Valero qui vous expliquera ça en détail en vous disant concrètement ce que ça donne. Vous verrez, ça se passe très très bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je continue ? C'est bien. Je continue donc. Donc Michel, effectivement, voilà. En 2020, nous avons également pris des mesures pour renforcer le réflexe PME-TPE, qui est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc je te laisse continuer puisque tu es bien parti. C'est monsieur Giral qui nous a spoilé un peu tout à l'heure en parlant d'allotissement, mais c'est vrai, c'est important de le dire. C'est très très important. Alors au-delà du fait que ça soit une obligation dans les marchés publics d'allotir, parce que si on ne doit pas allotir, on doit prouver que ce n'est pas possible de le faire,
Il y a des raisons pratiques. Quand on prend c'est comme quand vous allez chez le médecin, vous allez chez un généraliste, il est bon, on a un peu de tout. Quand vous allez chez le spécialiste, il est bon dans sa spécialité. Mais l'allotissement, c'est aussi une façon de mettre ça en avant sur une structure. Et puis il y a aussi le volet capacité, les capacités de la structure. Si vous découpez le gâteau en plusieurs parts, ça sera plus facile pour chacun d'en manger un bout. Ou alors il faut avoir un très gros estomac si vous voulez manger le gâteau en entier. Ben, c'est pareil avec l'allotissement, c'est important. Et puis après, vous avez également l'allotissement au niveau géographique. On l'a déjà fait sur un marché qui a été lancé en groupement de commandes par mon collègue Philippe Espel du service des achats. C'est justement de se dire, voilà, on peut proposer par secteur, puisqu'on est quand même le bassin de Thau, c'est 14 communes. Le plus souvent, on a au moins une dizaine de communes qui participent à nos groupements de commandes. La possibilité, c'est de dire, voilà, chacun peut intervenir sur sa zone, sur son secteur d'activité. Donc l'allotissement géographique, c'est une réalité, c'est un outil qu'on a à disposition pour justement permettre aux structures, aux entreprises, notamment du bassin, qui ont plutôt une physionomie de TPE, PME, de pouvoir venir sur nos marchés publics. Autre dispositif, c'est l'avance à 10%. Oui, l'avance à 10%, tu veux que je... Je t'en prie. Donc là également, c'est un réflexe TPE-PME. Vous savez que l'avance, alors légalement l'avance est de 5%, elle a été portée à 10% en ce qui concerne les TPE-PME, parce que nous sommes, nous, à l'agglo et à la ville, dans les conditions qui nous permettent de vous offrir les 10%. Donc par rapport à cette avance de 10%, nous avons mis en place une systématisation de cette avance de 10%. Vous m'entendez? Oui. Systématisation de cette avance de 10%, aussi bien aux titulaires qu'aux sous-traitants de premier rang. Donc n'hésitez pas à en profiter si vous êtes vous-même PME. Alors bien sûr, c'est systématique, c'est ce qui est noté. Et par contre, nous garantissons bien sûr cette avance par une garantie à première demande ou une caution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avance n'est pas donnée sans une sûreté financière qui nous permet, en tant qu'agglo, d'avoir une sécurité au niveau des paiements. Donc c'est quand même une avancée importante pour les PME et les TPE qui bénéficient d'une avance de 10%. Une avance, c'est quand on vous donne de la trésorerie tout de suite, avant même que vous ayez commencé à travailler. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous avez des fournitures à acheter ou si vous avez un investissement préalable à faire avant le commencement d'exécution. Je continue. Donc en ce qui concerne les achats de faible montant, tu continues? Je le fais. Donc les achats de faible montant, alors vous connaissez tous ces achats, c'est ce qu'on appelle les hors marché ou ce qu'on appelle les marchés de faible montant ou parfois aussi les 3 devis. Donc ces marchés, vous avez vu, le seuil n'a pas arrêté d'évoluer depuis plusieurs années. On était passé à 4 000, on est passé à 10 000, on est remonté à 15 000, 25 000, 40 000. Et là, la crise sanitaire est arrivée et le gouvernement, en plein milieu de la crise, nous a dit on va augmenter encore plus. En travaux, on va monter à 70 000. Et après la crise, il nous a dit en travaux, on augmente à 100 000. Donc aujourd'hui, ces marchés sont des marchés sans mise en concurrence, on est bien d'accord. Enfin, ils sont inscrits comme tels dans le code de la commande publique, c'est-à-dire marché négocié sans mise en concurrence. Donc c'est ce qu'on appelle le gré à gré, je ne sais pas, pour ceux qui sont plus anciens comme moi. C'est des marchés qu'on travaille en direct avec un candidat. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas la position qu'on a. Alors pourquoi? Parce que le texte, il est clair. Dans le texte, le deuxième alinéa du texte nous dit bien qu'il faut faire une offre, il faut choisir une offre pertinente et aussi également, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas systématiquement contracter avec le même, ce qui est un danger, parce que c'est ce qu'on appelle le saucissonnement. On fait 4 petits marchés à 10 000, on est toujours en dessous du seuil, donc on se dit on est réglo, et finalement le cumul de tous ces marchés sur une année fait que vous faites un saut de seuil, et donc là vous êtes illégal par rapport à la réglementation. Donc nous, la pratique à cette agglomération Méditerranée et la ville de Sète et à l'ensemble des communes mutualisées, enfin celles qui ont participé avec nous sur cette typologie de marché, c'est de mettre en concurrence néanmoins. Voilà. Alors l'objectif, c'est de faire une relance, bien sûr, et de l'économie par le biais de ces petits marchés. Et cette mise en concurrence, elle est sereine, elle est très rapide, c'est une procédure très simple. On vous l'expliquera tout à l'heure pour ceux qui viendront à notre atelier. C'est une procédure très simple qui se fait de façon informatique, donc avec des coffres sécurisés, etc. On n'est pas sur des échanges de mails entre vous et les acheteurs. On a limité les acheteurs d'ailleurs aussi. Donc on a tout regroupé, on l'a limité, et on est sur une procédure très simple, sans tomber dans les travers des procédures de marché public très longues, avec beaucoup de documents, etc. etc. Donc on sécurise l'achat, puisque l'entreprise avec laquelle on contracte est une entreprise qui est réglementairement conforme. Et ensuite, on fait aussi une mise en concurrence sereine pour ne pas se retrouver avec des fournisseurs qui
après, ils font plus d'efforts puisqu'ils sont toujours choisis. Donc, on se rend compte, nous, au fur et à mesure, que les prix augmentent au fur et à mesure des années, puisque le fournisseur sait que de toute façon, il sera retenu. Donc, il n'y a plus d'efforts. Aujourd'hui, la mise en concurrence, c'est toujours serein. Vous le faites vous-même quand vous achetez, quoi que vous achetez une voiture, vous allez mettre en concurrence. Vous achetez un frigo, vous mettez en concurrence. Et ben, c'est pareil pour nous à l'agglo. Quand on achète des petites choses. Et à la ville. Et à la ville aussi, pardon. On met en concurrence, voilà. Et c'est bien sûr ces contrats, dans ces contrats ici un peu particuliers, l'objectif c'est les PME, TPE, qui sont nos prestataires sur ce type de contrat. Ça permet également, parce que des fois on peut avoir des retards de procédure, du coup quand on a, entre le moment où le contrat va s'arrêter et le nouveau contrat va commencer, ça permet également de pouvoir faire le relais entre les deux et de pouvoir faire ponctuellement travailler. Des fois des entreprises qui sont un peu frileuses à venir sur les gros dossiers, mais du coup là on peut les faire commencer par ce biais-là et après leur montrer que c'est pas si compliqué. C'est toujours la même équipe qui est derrière l'écran et ça les permet progressivement d'être amenés à viser un petit peu plus haut au niveau des types de procédures. Donc on ne peut que vous inviter à répondre aux demandes de 3 devis et au marché public si ce n'est pas encore le cas. On vous expliquera tout à l'heure comment faire partie de notre base de données, puisqu'on a une base de données qui vous permettra ensuite après d'être consulté par nos acheteurs si vous êtes intéressé. Alors il faut savoir que ça pèse quand même 2 millions d'euros à l'agglo et 3 millions d'euros à la ville de Sète. Et là on parle de annuel. Donc il y a une petite manne. Et l'année dernière était une petite année. Oui, c'était une petite année bien sûr suite au Covid. Voilà. On peut dire qu'on peut multiplier par 2 ces chiffres en situation normale. Donc on continue. Donc là, je vais te laisser parler. T'as vu, je t'ai laissé te figer tout seul. Alors là, on va rentrer dans le pratico-pratique parce que je pense que ceux qui ont l'habitude, ça va être des redites, mais ceux qui sont là justement pour avoir des réponses à leurs questions ou à leurs craintes, ça va être un petit peu le... Je vais un petit peu spoiler l'atelier, mais très brièvement. Donc en fait, c'est très très important, c'est simplifier les démarches. On s'est rendu compte qu'en fait, ça faisait peur de venir sur les marchés publics parce que c'est des grands mots, parce qu'on pense tout de suite au droit procédural, on pense à la paperasse, on pense à plein de choses. En 2010, on nous a dit bientôt c'est le tout des maths. Alors là, c'était la panique, les gens avaient peur d'y aller. Donc on les accompagne toujours, puisqu'il y a encore des entreprises mais qui arrivent que progressivement sur la sphère des marchés publics. Ça passe par 2 choses au niveau de l'accompagnement. Ça passe par l'accompagnement dans la transition numérique. Donc quand je parle de transition numérique, je parle de 2 postes. D'abord, la signature électronique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Qu'est-ce que je dois signer? Il faut savoir qu'avant que ça soit obligatoire, nous, ce qu'on avait posé comme principe, c'était que du moment qu'on nous avait dit il faut signer électroniquement, on avait dit ok, mais vous signez que si vous êtes pris. Donc ça veut dire que si vous devez poster votre offre, vous pouvez le faire sans signer. C'est devenu la règle maintenant, mais nous, il faut savoir que dès 2018, pour éviter que les gens ne se retrouvent bloqués parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas le matériel pour, ils puissent quand même poster leur offre, et puis s'ils sont pris, ils signeront. Et on a le temps de les accompagner dans cette démarche-là. Donc la signature, en fait, c'est électronique, elle a l'avantage qu'elle ne peut pas être falsifiée. Elle permet également de poser une sorte de coffre-fort autour du document qui fait que, in fine, une fois que c'est signé, personne ne peut venir modifier votre document. Ce n'est pas comme un feuillet de 10 pages papier, vous avez paraphé, etc. Mais si on veut venir corriger quelque chose, on peut le faire. Là, ce n'est pas possible. Donc pour les gens qui avaient peur, avec le numérique qui est des difficultés ou qui est moins de sécurité, c'est tout l'inverse. Donc ça, c'est très très important. Donc c'est assurer l'intégrité de l'écrit. C'est également s'assurer que la personne qui a signé, c'est que lui qui peut signer, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc la clé de signature, elle est personnelle, elle est non cessible. Et puis c'est marqué dessus comme le port salut. Quand c'est signé électroniquement, il y a marqué signé électroniquement par exemple, Florence Sanchez, maire de Poussin. Voilà. Le deuxième point au niveau de la transition numérique, c'est l'utilisation du profil d'acheteur. Si tu peux me passer la slide après. Merci. Donc ça, c'est un document qui sort du guide sur la dématérialisation qui est produit par la Direction des affaires juridiques. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore consulté, à y aller. Il y a plein de questions qu'on peut se poser et quand on a le temps de le lire, du coup, on a toute l'explication. Juste pour vous donner un exemple sur le profil d'acheteur, en gros, c'est une plateforme sur laquelle, moi, acheteur, je peux poster mes dossiers sur lesquels j'ai envie qu'on réponde et vous, entreprise, sur les dossiers pour lesquels je réponds, pour lesquels j'ai des questions à poser. Même si je sais que je ne vais pas pouvoir répondre à un dossier, je peux quand même télécharger le document pour voir un petit peu ce qui se fait. Donc ça, c'est très important. Tout passe par là, donc ça donne de la sécurisation aux échanges, de l'horodatage aux échanges. Donc on peut savoir que si vous avez posé une question le 2 à 4 heures,
on ne pourra pas vous dire que ce n'était pas le 2 à 4 heures. Vous avez bien la preuve que vous avez fait dans les délais, etc. Et inversement, si vous nous postez un document après l'heure, ça sera bien, on aura bien la preuve que c'est posté après l'heure et on ne pourra rien faire. Je pense que c'est bon. Le profil d'acheteur, ça vous permet aussi, si vous voulez voir un petit peu sur les dossiers, ce qui a été passé, ce qui a été attribué aux entreprises sur différents secteurs, vous avez aussi la possibilité de retrouver nos attributions et nos données essentielles sur le profil. Donc pareil, dans le cas de l'atelier, je montrerai tout ça. Ensuite, toujours dans les mesures simplification réalisées en 2020 en faveur des entreprises, nous avons voulu faire du principe du dites-le nous une fois un principe de base, une réalité. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette disposition du dites-le nous une fois. Le dites-le nous une fois, ça veut dire, vous savez, toutes ces premières enveloppes, ces documents administratifs, tous ces papiers URSSAF, social, fiscal, etc., que vous nous faites à chaque fois dans des tas de documents. Aujourd'hui, tous ces documents sont postés sur un endroit, dans le logiciel, sont postés dans un endroit, et les personnes de la direction, de mon service, peuvent y accéder directement. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander, vous nous le dites une fois, et nous après on a le document, jusqu'à ce qu'il soit valable bien sûr. Après quand il est plus valide, il faut nous le redonner. Et c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de nous redonner à chaque fois tous ces documents, première enveloppe, etc. etc. C'est la machine qui gère, sachant que aujourd'hui c'est encore mieux, parce que la machine va chercher d'elle-même l'information sur les sphères publiques, c'est-à-dire qu'elle est en connexion avec l'URSSAF, en connexion avec le social, le fiscal, elle va chercher directement les infos. Donc quand vous passez par le principe du dites-le nous une fois, ça vous simplifie la démarche, vous n'avez pas besoin de nous refournir l'ensemble de toutes ces pièces puisque vous nous avez déjà donné. Bien sûr, si elles ne sont pas valides, comme je vous l'ai dit, on va vous les redemander dans le cadre de l'attribution. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est pas vous de faire des paperasses, voilà. C'est bien que vous bossiez votre offre. C'est ça, nous, on veut des bonnes offres qualitatives. C'est là où vous êtes les meilleurs, vous êtes les meilleurs en offre. Si vous êtes les meilleurs en administratif, venez bosser chez moi. Si vous êtes les meilleurs, bossez chez les offres, sur les offres, et nous, on s'occupe des papiers. Voilà, c'est ça l'objectif du dites-le nous une fois. Alors pour cela, il y a un outil, c'est la fiche fournisseur sur AWS. Je clique pour que tu la vois, c'est ça? Oui, si tu peux publier, s'il te plaît. Alors en fait, Elle il va faut vous savoir montrer. déjà, c'est que l'ensemble des intervenants d'aujourd'hui utilisent la plateforme AWS Achat. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que quand vous allez poster sur la fiche fournisseur que voici vos documents, et bien en fait que vous soyez attributaire pour un dossier de l'OPH, pour la SPL, oui, que vous soyez titulaire ou sous-traitant pour la ville de Sète, pour l'Aglo, pour Poussan, pour Marseillan, pour Villeveyrac, enfin, pour tous les gens qui vont utiliser la plateforme, ça va être valable. Donc ça, c'est quand même une grande avancée. C'est-à-dire que si vous postulez à 4 dossiers sur le mois ou la semaine, ça, vous n'aurez pas besoin de le reporter. Et donc en fait, quand vous créez votre profil fournisseur, on va vous demander de prendre un petit quart d'heure pour aller poster le document, mais ce petit quart d'heure-là, après, c'est autant de temps de gagner sur le reste de la constitution de dossier. Et en fait, vous voyez les dates d'émission, dates d'expiration, et nous avons la possibilité de cliquer. Donc en fait, quand ça arrive, la partie un peu rébarbative de notre métier, et la partie qui vous intéresse absolument pas, on va d'abord là-dessus, on voit ce qu'on a, et s'il manque quelque chose, on vous demande. Mais le plus souvent, depuis qu'on a mis ça en place et que les entreprises jouent le jeu, parce que le plus souvent, ils créent leur profil, mais vite fait, bien fait, avec une adresse mail, basta, pour télécharger le pli et le poster. Ça marchait pas trop, forcément. Mais depuis que les gens jouent le jeu, ils ont vu les bienfaits et ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà. Alors, il faut savoir que l'ensemble de ces documents, c'est pas nous qui vous les demandons pour notre plaisir. C'est bien l'administration qui nous demande de vous demander ces documents. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler avec des entreprises vertueuses. On ne peut pas travailler avec des gens qui font du travail au noir ou des gens qui ne payent pas leurs impôts. C'est logique. Voilà. Et il faut savoir également qu'on a 10 jours pour obtenir ces documents. Voilà. Si le premier du classement ne les a pas remis au bout de 10 jours, on passe au second. Alors vous me dire 10 jours, ça passe vite, en même temps 10 jours. C'est quand même long quand on est pressé de pouvoir commencer le marché. Voilà. Et tant que nous, on n'est pas sûr que vous êtes OK, on ne donne pas le feu vert aux techniciens pour envoyer les OS. Voilà, donc tous ces documents administratifs, notre objectif c'est de les simplifier. Vous les mettez sur ce profil d'acheteur qu'on va vous démontrer tout à l'heure à l'atelier. Vous les postez une fois et c'est terminé. Et c'est bon pour tout le territoire. Enfin, tous ceux qui sont mutualisés avec nous, avec qui nous travaillons. Parfait, tu viens d'annoncer le prochain slide, c'est parti. T'as vu ça l'enchaînement? Alors attends, comment je repars dessus? C'est que je repars là. Hop, hop. Non, à côté. Ah mince, désolé. Excusez-moi, on continue. Alors, je te laisse continuer. Allez, j'y vais. Allez, vas-y. Donc, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, donc en fait, ce fameux profil d'acheteur qui est utilisé autant par l'OPH que la SPLBT, que la SA Elite, donc la SPLBT, je voulais dire surtout, c'est qu'en fait,
le profil est utilisé par toutes les communes ou tous les satellites qui ont décidé de travailler avec nous. Donc le profil d'acheteur, du coup, il est mutualisé. Donc actuellement, vous voyez un petit peu les structures qui travaillent avec la commande publique de l'agglo et de la ville de Sète. On a de nouvelles communes du bassin qui nous ont fait confiance et qui verront bientôt le logo de leur ville s'afficher fièrement sur la prochaine intervention. Allez, je spoil, il y a Lupien en plus. Et ensuite, si tu peux cliquer s'il te plaît sur le lien, c'est pour montrer. Donc en fait, la voie d'entrée, soit c'est directement en allant sur AWS Achat, qui est notre profil à tous, soit par le biais de l'agglo, rubrique marché public, et vous arrivez directement. Oula. Pardon. Hop, excusez-moi. Actuellement, on a que 5 avis, mais ce qui est beau, tu vas t'en sortir. Ouais, c'est beaucoup plus sensible que ce que je croyais. Ce qui est bien cette fois-ci, c'est qu'on a 5 avis. D'habitude, on en a beaucoup plus. On n'a pas grand-chose. Vous pouvez voir, on a Office de tourisme, on a Ville de Sète, on a Syndicat mixte du bassin de Thau, et après on a l'agglo. Donc là, en fait, en un seul clic, vous pouvez rapidement voir ce qu'il y a sur le bassin pour les communes mutualisées et les satellites qui travaillent avec la direction commande publique. Et en fait, en passant par là directement, vous avez un lien sur la passerelle, puisque vous pouvez cliquer sur avis, RC c'est le règlement de la consultation, DCE c'est pour pouvoir télécharger votre dossier. Ne clique pas là, va cliquer sur avis juste pour voir s'il te plaît. Avis, tu peux cliquer sur avis. Vas-y, clique. Hein. Les joies du direct, hein, voilà. Et donc là, en fait, d'un simple clic, enfin simple, ça dépend, vous avez un petit résumé et vous pouvez consulter l'avis de publicité. Alors, petite information que nous faisons sur la demande de nos exécutifs, c'est que l'ensemble de nos publicités sont également publiées sur la version papier du Midi Libre, puisque nous avons des entreprises qui ont des habitudes traditionnelles, on va dire, pour consulter les consultations. Et donc, du coup, on a voulu leur donner aussi une chance d'avoir la bonne information au bon moment. Donc, c'est également publié sur le Midi Libre version papier. Donc, un seul point d'entrée pour toute notre consultation en traitement chez nous. Voilà, vous avez un seul point d'entrée, vous avez la même façon de présenter les pièces, vous avez le même type de fonctionnement en termes de procédure, vous avez le même type de closier. Alors après, évidemment, on ne va pas vous faire des choses qui ne sont pas spécialisées ou pas précises par rapport à vos besoins, bien au contraire. En revanche, tout le volet, on va dire, administratif qui ne vous intéresse pas trop et qui alourdit votre façon de travailler, qui vous ralentit dans l'établissement de vos réponses, mais du coup là, on l'a standardisé. Voilà. Donc maintenant, après ces mesures 2020 que nous avons mis en œuvre à l'agglo, à la ville et dans l'ensemble des communes dont vous avez le logo ici, on va passer maintenant aux nouvelles mesures qu'on va mettre en place. Alors ça c'est des mesures qui sont... Alors tout d'abord, je vais prendre la parole au début. Là, on parle de dispositifs qui sont adaptés aux situations de crise. Aujourd'hui, la crise Covid, quand elle est arrivée, quand elle est survenue, le code n'avait rien prévu. Hein, il n'y avait que des grands principes juridiques d'imprévision, de circonstances exceptionnelles, etc. On a eu 2 décrets qui nous ont fixé quand même quelques règles. C'est vrai que beaucoup de verrous ont sauté. Alors aujourd'hui, ces informations sont codifiées, sont intégrées dans le code. Donc c'est-à-dire que si une nouvelle crise devait arriver, alors qu'elle soit sanitaire ou autre, hein, quelle que soit, on va dire, la voie d'entrée, c'est les circonstances exceptionnelles. Dès qu'on sera soumis à nouveau à des circonstances exceptionnelles, toutes ces dispositions qui ont été codifiées s'appliqueront. Alors quelles sont-elles? Rapidement, on ne va pas vous faire un cours. C'est la prolongation par avenant, si la date d'échéance de votre contrat intervient en période de crise. Ni vous ni nous sommes en capacité d'assurer une continuité. Bien sûr, ce n'est pas l'objectif. Donc on prolonge par avenant, et on prolonge par avenant même en cas d'interdiction, parce que vous savez qu'on a une règle en commande publique, c'est qu'on ne peut pas avoir des marchés accord cadre de plus de 4 ans. C'est la règle, voilà, c'est la règle juridique. Il est bien précisé dans le texte qu'aujourd'hui, on peut avoir des avenants sur des marchés accord cadre, enfin sur des accords cadres, pardon, à 2-4 ans, qui arrivent à échéance, et on est en crise sanitaire, voilà, on peut prolonger par avenant. Alors, la prolongation par avenant, elle ne doit pas non plus être de 10 ans, on ne peut pas reprolonger de 10 ans, hein. Elle doit au moins être d'un temps suffisant à permettre aux 2 parties de nous remettre en ordre de marche pour relancer une consultation, et vous, de récupérer vos équipes qui sont en télétravail, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Voilà, donc la prolongation par avenant, c'est la première mesure. La prolongation du délai d'exécution, alors là on parle plus de marché de travaux, hein, bien sûr, lorsqu'on a un marché de 12 mois de construction et qu'on se retrouve en plein milieu,
au mois de mars avoir un arrêt de chantier qui va durer 3 mois, on n'est plus sur 12 mois, on est sur 15 mois, on est bien d'accord. Donc aujourd'hui, proportionnellement, on rallonge les délais d'exécution, et ça va aussi dans le sens de la non-application des pénalités. Aujourd'hui, c'est un partenariat entre nous et le prestataire. Et l'abandon des pénalités de retard, quelles que soient les clauses contractuelles. Le législateur précise, quelles que soient les clauses contractuelles. C'est-à-dire que même si le contrat prévoit des pénalités particulières, celles-ci n'ont pas lieu de s'appliquer dans le cadre de circonstances exceptionnelles. Voilà. Aujourd'hui, ces mesures, la poursuite du contrat, c'est des mesures qu'on appliquera si on devait retomber aujourd'hui dans une nouvelle crise sanitaire, ce qu'on n'espère pas. Ensuite, je te laisse en parler. Donc, le deuxième dispositif adapté aux situations de crise, ça a été la volonté du législateur de venir renforcer le droit des entreprises en difficulté, parce que pas mal d'entreprises n'avaient pas prévu ce qui est arrivé, se retrouvaient à avoir des problèmes et ont eu besoin d'échelonnement de paiement. Donc il y a eu des difficultés, il y a eu des mises en place de procédures de redressement judiciaire. Et la loi telle qu'elle était présentée avant, c'est que quand on voulait lancer on participait à un dossier, si on avait un plan de redressement qui était de 2 mois et qu'on avait un marché qui allait durer 4, du coup on ne pouvait pas vous prendre, parce qu'on ne savait pas à l'issue de ce plan ce que ça allait donner. Voilà. Et donc en fait le législateur est venu dire que désormais, du moment que l'entreprise elle est dotée d'un plan de redressement, sans considération de durée, on peut la laisser candidater, voire avoir le marché. Alors attention, on en a parlé lourdement avec mes collègues, notamment de la SPL et de l'OPH. On est tous d'accord pour se dire qu'il y a une différence entre venir en soutien aux entreprises en difficulté qui sont de bonne foi, qui sont vertueuses et qui rencontrent des difficultés temporaires, et de ne pas se rendre compte des entreprises qui ne sont pas vertueuses, qui bénéficient des textes pour passer entre les gouttes et qui ont un mauvais fonctionnement et qui surfent sur ces procédures collectives pour justement prendre les avances et puis planter les marchés. Donc il faut savoir que l'analyse de la capacité financière dans nos dossiers est quelque chose qui est une réalité d'autant plus palpable depuis la crise sanitaire. On est quand même très vigilant par rapport à cela. Même si le législateur est venu ouvrir cette possibilité d'intervenir avec un plan d'une durée courte, on est quand même vigilant sur les capacités financières d'une entreprise. Donc ça, c'est la première mesure, c'était au niveau des procédures de passation, et ensuite au niveau de l'exécution du contrat. Si, en plein milieu d'une exécution du contrat, vous vous retrouvez en procédure collective, ça peut arriver puisqu'il y a des difficultés, eh bien en fait, on ne peut pas, au seul motif que vous êtes en procédure de redressement, résilier le contrat. Ça, c'est ce qu'on pouvait faire avant, juridiquement, qu'on ne peut plus faire désormais. Alors je dis on. En général, il faut savoir que la pratique au niveau des structures que nous représentons aujourd'hui n'était pas celle-là. C'est-à-dire que du moment qu'on avait information d'une mise en place d'une procédure collective, on mettait en demeure l'administrateur judiciaire pour savoir si la poursuite du contrat était possible ou pas. Et ce n'est qu'à partir de son silence ou de sa décision qu'on prenait position pour résilier le contrat. La dynamique de vouloir toujours être en soutien de nos entreprises, elle existe bien avant le Covid. Merci Rachel. Donc suite à ces dispositifs adaptés de situations de crise qui seront mis en place en 2021, donc là on a réfléchi sur la mise en place de tout ce qu'on vient de voir, aussi bien en termes de procédures collectives qu'en termes de ce qu'on a vu tout à l'heure, de circonstances exceptionnelles, pardon. On va parler maintenant des dispositifs qui seront mis en place, qui sont dédiés à la relance économique cette fois, qui est un autre sujet qui est très important. Donc après la prise en compte de la situation de crise, la situation de relance. Alors là, pour la relance économique, donc là on parle de la loi ZAP, je ne sais pas si vous avez vu passer cette loi, c'est une loi qui met en place plusieurs dispositions assez intéressantes. Alors déjà le problème le plus important pour ce que peut-être que vous rencontrez, peut-être pas tous, mais certains d'entre vous, c'est des besoins de trésorerie, bien sûr, on a besoin d'avoir de la trésorerie au départ. Donc le législateur a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, c'est qu'il a fait sauter. Vous savez que donc je vous ai parlé tout à l'heure des avances. Donc on peut demander avant de commencer l'exécution de son marché une avance à l'administration. Donc cette avance, elle est à hauteur de 5% avant. Elle est passée à 10% pour les PME, on est d'accord, on l'a vu tout à l'heure. Et elle était limitée à 60%, parce qu'un des grands principes de la commande publique, c'est on paye au service fait. Voilà. Donc l'avance était limitée à 60% et il y avait plein de contraintes si vous vouliez faire une avance de 60%. Là, je parle de 60% de la valeur de votre marché avant même que vous ayez fait quoi que ce soit.
hein. Donc ça, c'est une disposition, il y avait une crête haute qui était limitée à 60%. Aujourd'hui, cette crête, elle a sauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut très bien donner la quasi-totalité d'un marché public en trésorerie à une entreprise avant même qu'elle fasse le premier coup de pelle, avant même de recevoir son premier bon. Donc c'est une mesure qui est un peu surprenante, hein, qui ne va pas forcément dans le sens de... Alors c'est bien pour vous, mais bien sûr après, malheureusement, il se peut aussi qu'il y ait des avances, qu'on fasse une avance et que l'entreprise tombe en redressement ou en liquidation, et après on ne récupère pas notre avance, parce qu'il y a tout un mécanisme d'avance et de récupération de l'avance que je ne vais pas vous expliquer si vous inquiétez pas. Donc on doit garantir quand même par une sûreté, ce qu'on appelle une sûreté, ces avances. C'est-à-dire que l'administration vous donne de l'argent, mais en contrepartie, vous lui donnez une caution. Donc une caution, c'est une caution, ça peut être une entreprise filiale, une société mère, voilà, une caution, une autre entreprise même, ou une garantie à première demande, qui était un mécanisme bancaire que vous connaissez peut-être. Ce mécanisme de garantie à première demande fait qu'on transfère la cession de on cède la créance à une banque qui devient notre créancier et l'intermédiaire et vous donne l'argent. Donc cette obligation, avant il y avait une obligation de mettre une garantie à première demande à partir du moment où vous dépassiez les 30% sur l'avance. Cet élément a également sauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une avance non garantie jusqu'à 85% de la valeur de votre marché. Bon, ce n'est pas une position qui me convient personnellement en tant qu'administration, parce que lié au risque de ce qu'on a vu tout à l'heure sur les entreprises en redressement, malheureusement, il y en a beaucoup. J'ai encore eu la semaine dernière un courrier sur ce sujet. Il nous faut être intelligent des deux côtés. Donc nous, notre position, on vous l'a dit tout à l'heure, les 10%, c'est dans la poche. Parfois, sur certains dossiers, comme je vous ai dit, lorsqu'il y a beaucoup d'investissements ou de la fourniture au départ, on peut monter, on n'a plus cette crête des 60%, donc on ne va pas hésiter sur certains dossiers à faire monter ce seuil. Par contre, on va toujours le garantir. Voilà. La position qu'on va prendre, c'est de le garantir, au moins par une garantie à première demande. Au niveau, à partir d'un certain seuil. Aujourd'hui, on est encore en train de réfléchir exactement à ce qu'on va faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va déplafonner, mais par contre, on garantira. C'est notre position aujourd'hui. C'est le seul garde-fou qui nous permet de conserver, de respecter un des principes phares au niveau de la commande publique, qui est de bien gérer les deniers publics. Et donc, donner de l'avance pour aider les entreprises, c'est bien. Perdre l'argent public parce que l'entreprise, elle s'est barrée, c'est pas bien. Voilà. On est entre les deux feux là. Il faut qu'on trouve une bonne position. Bon, alors ça dépendra des dossiers, je vous le dis clairement. On continue. Ça, c'est donc la première mesure de relance économique, l'avance, de l'argent tout de suite, de la trésorerie. Deuxième mesure. Pardon, je me suis trompé de flèche. Voilà, c'est l'autre. Voilà. Imposer toujours le réflexe PME, TPE, PME. On est toujours là-dessus. Hein, c'est un leitmotiv. Donc la loi ZAP permet aujourd'hui de réserver une part de l'exécution des marchés globaux à des PME ou des artisans. Il est noté artisan dans le texte. Alors les marchés globaux, je pense que vous savez tous ce que c'est. Je vous le rappelle juste. Un marché global, il y en a 3 sortes. Il y a les marchés globaux, les conceptions-réalisations. Donc ce sont les marchés qui associent la conception et la réalisation d'un équipement. On l'a pas mal utilisé à l'aglo. Et il y a les marchés publics globaux de performance, où là, on donne comme objectif aux candidats d'atteindre une performance, qui est très souvent énergétique, hein, une performance énergétique la plupart du temps. Et tout ce qui est marché public sectoriel, on ne va pas en parler, on parle de la gendarmerie, on parle des armées, etc. Et évidemment aussi les fameux marchés de partenariat, qui sont des marchés globaux performantiels. Quand on travaille dans ce type de marché global performantiel, on demande à une personne de concevoir, d'exécuter les travaux et ensuite d'exploiter. Vous comprenez bien qu'elle n'a pas forcément toutes les capacités en interne et très souvent, très souvent, on tombe dans le cadre de groupements de commandes. Bien sûr, des groupements d'entreprises, excusez-moi, des groupements d'entreprises qui sont avec des entreprises costauds et après, on se retrouve avec des chaînes de délégation très importantes en sous-traitance. Je crois que sur la piscine de Fonquerne, on avait atteint plus de 80 sous-traitants. Donc, c'est-à-dire que les crèmes, pour nous, c'est un intérêt, parce qu'on a une seule personne qui fait l'ensemble des prestations. C'est plus facile parce que l'allotissement, c'est vraiment la règle, effectivement, mais il y a le problème de la coordination. Hein, quand on a 24 chantiers avec 24 lots en même temps, c'est pas simple pour l'administration, c'est pas simple pour les services techniques, c'est pas simple pour nous, c'est pas simple pour personne. Après, d'avoir un prestataire unique qui gère tout, ce qu'on appelle un crème, hein, vous connaissez certainement l'expression, qui gère tout, c'est bien.
Mais après, bon, on fait échapper à cette règle de l'allotissement, qui est quand même une règle importante. Et puis le marché global, il faut savoir que c'est aussi une exception au principe de la loi MOP, puisqu'on ne fait pas intervenir un maître d'œuvre et après on fait intervenir une entreprise de travaux. Alors le seul avantage, c'est justement quand vous avez la personne qui réalise, qui dit oui, mais ça a été mal conçu. Là, quand vous prenez quelqu'un qui fait les deux, bah, ils ne peuvent pas se renvoyer la balle. Ils doivent travailler de concert. Donc c'est parfois sur certaines opérations un avantage, mais après, comme le disait justement Emmanuel, l'inconvénient, c'est qu'on va taper sur des gros, et quand on est sur des gros, ben, du coup, ce n'est pas les TPE et les PME qui peuvent venir, ou les artisans, ou alors on va les avoir en sous-traitance. Alors là, la loi nous dit qu'on est obligé de mettre au moins 10% et qu'on doit également noter cette part de réservation que l'entreprise va proposer, donc il faut qu'elle propose au moins 10%, donc si c'est valorisé, ben, il y a tout intérêt d'en proposer davantage pour avoir plus de points sur ce critère-là. Surtout, la difficulté qu'on avait, c'est qu'on parle de part de la réalisation qui va être réservée aux PME et artisans, mais pour moi, l'exécution, ça ne me dit pas si on va prendre la PME comme sous-traitant, ce qui est quand même le cas actuellement, notamment sur les chantiers qu'on a eu en crème actuellement, ou si on les a aussi en co-traitant, ou pour le coup, c'est beaucoup plus intéressant pour la petite PME parce qu'elle est quand même plus maître de ses tarifs que quand elle est sous-traitant, où en fait, sa marge elle est réduite par le fait que le titulaire principal vient lui dire si tu ne veux pas toi, j'en ai d'autres qui pourront le faire pour toi. Voilà. Donc alors, là, on a encore un travail à faire pour venir toujours imposer ce réflexe TPE dans le meilleur sens possible pour la structure. Alors à noter quand même que la réglementation va dans un sens de l'ouverture, parce que vous savez que ces marchés globaux sont des exceptions, bien sûr, des exceptions justement à la règle de l'allotissement, et aussi il y a la loi MOP qui demande à ce qu'il y ait une équipe de maîtrise d'œuvre, une équipe de travaux. Donc c'est deux cas d'exception, et qu'aujourd'hui, la réglementation laisse de plus en plus la possibilité d'utiliser cette formule, notamment en cas de performantiel, qui est dans l'air du temps. Monsieur Escarial en parlait tout à l'heure. L'environnemental, le performantiel, la qualité des bâtiments, on est dans cette vague. Donc il suffit de dire, moi j'ai un bâtiment HQE performantiel avec une performance à atteindre, et vous pouvez faire un crème. Alors c'est bien, parce que c'est rapide, c'est simple. Après, c'est dangereux, parce que votre tissu local, il n'est pas forcément... Vous n'avez pas la main, parce qu'il est travaillé en sous-traitant, on l'a dit tout à l'heure. On n'a pas la main, nous, sous les sous-traitants. Ils sont juste agréés, hein, c'est par nous, c'est tout, pour les conditions de paiement. Mais on ne participe pas du tout à leur choix, on ne participe pas du tout. Et très souvent, les sous-traitants sont assez serrés par rapport aux titulaires. Donc, on préfère avoir cette possibilité de réserver une part. Donc, si on réserve une part de 10%, c'est pas mal. Ça nous permet au moins 10%. Hein, le texte ne dit pas... interdit pas plus que 10%, et puis d'en faire un critère, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, ça peut permettre au moins des constitutions d'équipes qui sont préalables. On se retrouve aussi avec des prestataires de crème qui prennent le dossier, puis après se retrouvent dans une situation, il faut qu'ils trouvent des sous-traitants, et ils vont très vite, voilà, et c'est pas forcément la meilleure des choses. Aujourd'hui, là, ils seront obligés de se préparer avant de venir de répondre. Je continue ? Je parle beaucoup. J'ai l'habitude. Et voici la dernière mesure de relance économique. Alors, je te laisse la présenter. Alors, ça concerne nos fameux achats de faible montant, où on avait vu le seuil à 40 000 pour les fournitures courantes et les services, qui était passé à 70 000 € l'année dernière, et qui est passé donc, désormais à 100 000 € pour les travaux jusqu'au 31 décembre 2022. Donc la volonté du législateur elle est très claire, c'est accélérer les mises en chantier et remplir les carnets de commandes. Parce que justement, par le biais de ce type de procédure, on est quelque chose d'allégé, on a moins de lourdeur administrative, on a moins de formalisme, et donc ça permet d'accélérer l'édition des bons et donc les interventions sur chantier. Alors ce qu'on disait avec Emmanuel tout à l'heure, c'est que ce dispositif de seuil de dispense, où on pourrait prendre un prestataire en direct, il ne faut pas oublier qu'il faut choisir une offre pertinente, bien utiliser les deniers publics, et donc quand il n'y a pas de concurrence, les deniers publics, je ne suis pas sûre qu'ils soient bien gérés si l'entreprise elle sait qu'elle est toute seule, elle sera moins encline à négocier que si elle sait qu'ils sont plusieurs. Et surtout de ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur. Il y a des dossiers, il y a des chantiers où effectivement c'est pertinent, c'est possible, ça concerne qu'un opérateur, on sait qu'on ne va pas relancer cette opération dans l'année, on est un peu pressé sans tomber dans la notion d'urgence qui est juridiquement très compliquée à couvrir. Et là on se dit pourquoi pas, on y va, on a une casse sur un réseau, ça ne rentre pas dans nos marchés actuels, il nous faut faire intervenir l'entreprise bidule pour 90 000 €, on peut y aller. Parce que quand on est en publicité, puisqu'il faut savoir qu'au-dessus de 90 000 €, normalement la règle c'est la publicité, c'est au moins 15 jours de publicité. Donc quand vous avez une casse sur réseau, c'est compliqué les 15 jours de publicité. Voilà. Donc ça peut être pertinent, ça permet une agilité, ça permet
de répondre aux besoins de la structure et de répondre aussi aux besoins des entreprises qui ont besoin de travailler, de mettre leur équipe sur chantier pour ne pas les payer à atteindre les bons qui arrivent. Donc c'est une bonne chose, mais nous, on préconise toujours la règle du 3 devis, en sachant que quand ce n'est pas pertinent de mettre en concurrence, ok, on partira là-dessus. Mais on a inversé la vapeur, toujours dans l'intérêt de l'administration, c'est quand même notre métier, qui est d'avoir la meilleure offre au meilleur prix, sans pour autant venir pénaliser les structures privées qui répondent à nos marchés. Et bien voilà, ça y est, on a fini. Et donc voilà, c'est la fin de cette présentation des nouvelles dispositions. Voilà, encore à nouveau une session de questions-réponses si vous voulez bien intervenir sur cette partie. Sachant qu'il y a des ateliers après, hein, si vous voulez des informations très techniques. On vous écoute, on est là pour ça, si vous avez des questions. Donc, tout était clairement expliqué, tout était très clair, c'est bien ça? Ou alors on les a endormis, je ne sais pas trop comment ça va le prendre. Je ne vois pas leurs yeux. Donc. Ah, il y a une question. Ah, mais il faut le micro là. Normalement, il y a quelqu'un qui doit venir avec une perche. Normalement, il est censé y avoir quelqu'un qui arrive. Attends, pour qu'on vous entende. Je vais aller voir le monsieur alors. Ah voilà, c'est bon, super. Ah voilà, parfait. Merci les filles. Donc, merci mesdemoiselles. Isabelle et Jennifer, merci. Alors surtout, n'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. On se revoit pas tellement souvent, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Il y a un monsieur là-bas qui a levé son bras. Tiens. Oh, avant-dernier rang. Vous pouvez relever votre main, s'il vous plaît, monsieur? Voilà, pour qu'elle le voie. Merci beaucoup. De loin, avec le masque, c'est compliqué de vous repérer. On vous écoute. Vous me recevez? Ah. Bonjour. Il faut ouvrir le micro. Tiens. Oh, moi, je vous entends bien. Comme vous voulez. En fait, concernant la définition des TPE, j'ai les yeux qui brillent parce que j'en représente une. Ce qui définit une TPE, c'est son volume d'affaires. Oui. Sur le chiffre d'affaires, oui. Admettons, une TPE fait 3 millions de chiffre d'affaires. On divise par le montant minimal de l'avance, sauf erreur de ma part. Par rapport aux 10% d'avance, il faut un montant minimal. Pour le 10%, alors pour l'avance, légalement, l'avance est obligatoire. La règle, c'est que l'avance est obligatoire dès 50 000. Elle est obligatoire. Mais on peut très bien décider de mettre une avance en dessous de 50 000. Aujourd'hui, nous, l'avance, on peut la donner en dessous de 50 000 à partir du moment où on considère que la prestation nécessite un investissement préalable. En fait, ça rejoint ma question. Quand vous avez un chiffre d'affaires construit soit avec 60 chantiers de 50 000, vous en 3 millions, et quand vous faites en fait 600 chantiers de 5 000, faisant 3 millions, dans tous les cas, le problème de trésorerie reste le même. J'ai pas compris la question. Oui, parce qu'en fait, comme c'est une petite structure, son chiffre d'affaires, il est quasiment constitué que par le biais des avances de trésorerie qu'on peut faire ou des paiements sur le cadre de ces marchés publics. Donc la difficulté du fonds de roulement au niveau de la trésorerie et du manque d'agilité qu'il y a entre les différents paiements, c'est sûr que c'est toujours compliqué. Alors je vais faire également de la publicité pour le deuxième atelier facturation de mes collègues, pour rappeler qu'on a des délais de paiement plutôt... Très bons. On peut communiquer là-dessus, on est sur 15 jours. Je regarde mon grand chef de loin, c'est pour savoir si je ne me trompe pas. C'est ça, hein, monsieur Lenoir? Donc on est sur 15 jours de paiement, c'est-à-dire entre le moment où la facture elle est validée, on fait le mandat et l'argent il arrive sur votre compte, c'est 15 jours. Voilà. Donc on fait partie des très bons élèves sur le bassin de taux en termes de paiement pour nos entreprises. Ça vous permet justement pour ce fonds de roulement de moins attendre. Parce que je sais que souvent on dit ça de la commande publique, c'est que la commande publique elle paie, mais elle paie tard. Alors ce n'est pas une réalité sur le bassin de taux, la commande publique elle paie rapidement. Après, je suis d'accord avec vous sur vos chantiers et vos difficultés par rapport à l'avance. Les petits couacs qu'on a pu constater sur cette thématique-là, c'est qu'en fait, effectivement, à partir d'un certain seuil, elle est de droit, ou si on décide de la mettre en place dans le contrat, ben, du coup, elle est de droit, sauf que nous, pour défendre les intérêts de la structure administrative, on conditionne le versement de l'avance à la constitution d'une sûreté financière. Et en fait, souvent, il y a des petits couacs, des fois, au niveau des débuts de chantier, parce que l'entreprise, elle se dit, c'est bon, je n'ai pas marqué que je renonçais au bénéfice de l'avance, elle va arriver. Sauf qu'en fait, si vous ne me prouvez pas, vous ne prouvez pas, mes collègues des finances, que vous avez constitué votre garantie pour le montant de l'avance, on ne vous la verse pas. Donc des fois, il y a un petit temps entre le moment où vous recevez la notification de votre contrat ou l'ordre de service de démarrage
et le versement de l'avance qui va être plus long, justement parce qu'il y a ce problème de concession de garantie. Alors souvent quand j'apporte ce problème-là, on me dit que ça a un coût. Oui, ça a un coût. Il faut savoir que le choix qu'on a fait à la commande publique, c'est de laisser ouvert la caution, qui du coup n'est pas forcément par un organisme bancaire, donc qui est un coût qui est réduit. Et en parlant de coût, le coût il est souvent de 1 à 1,2% le montant garanti. Donc ça reste certes des frais, je l'entends, surtout pour les petites structures, mais c'est toujours mieux de payer un peu et de recevoir que de ne pas payer et de rien recevoir. C'est un parti pris. Je sais vos difficultés en termes de roulement, surtout quand on a eu une période d'arrêt ou de relance un petit peu compliquée. C'est pour ça qu'il y a eu la campagne d'aide aux entreprises en dehors des marchés publics, justement pour permettre aux entreprises d'avoir ce fonds de roulement-là. Après, il ne faut pas hésiter à demander l'avance et à nous demander, quand vous ne savez pas faire sur le mécanisme pour la concession de garantie, à appeler pour qu'on vous explique. Mes collègues des finances sont là aussi pour ça. Ils ne sont pas là que pour mandater, pour contrôler les factures. Ils sont là aussi pour vous accompagner. Et mes collègues, donc Jason Servel et Sophie Bacala, seront ravis de vous avoir en atelier facturation sur ce point. Est-ce que c'était clair, monsieur? Oui. Juste pour préciser, c'est que je représente une TPE, mais j'ai le luxe d'avoir le temps de venir. Donc, en fait, c'est des artisans qui souvent me posent la question, souvent de mon village ou ce qu'on a à côté. Et c'est souvent une question qui m'est venue, donc ça va être, en fait, on va parler la suite, à qui s'adresser pour diffuser le message. Et c'est pas montrer du doigt, en fait, un problème dans une zone économique, en fait, où il n'y a pas de problème. C'est que ce problème-là, il est ailleurs. Oui, bien sûr. Donc, je préfère demander aux bons élèves comment ils font pour ensuite aller voir les moins bons élèves et leur demander des comptes. Oui, tout à fait raison. Oui, non, mais c'est très important. La question de l'avance, c'est une question très essentielle. D'ailleurs, ça fait partie des 3 mesures qui ont été mises en avant par le gouvernement. Donc, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, pour l'entreprise, ce qu'il lui faut, c'est de la trésorerie au départ, pour qu'elle puisse enclencher la démarche. Donc, aujourd'hui, on est très conscient de ce problème. On est entre les deux, entre l'avance. Alors, vous me dites, monsieur, vous avez eu le temps de venir, etc. Alors, pour ce qui est de ça, la direction commande publique de l'agglo et de la ville est totalement à votre disposition à tout moment. Vous pouvez nous contacter, vous avez nos numéros de téléphone sur le site internet, vous nous contactez pour toute question relative à la commande publique et bien sûr qu'on va vous répondre. Et on ne va pas vous répondre dans 50 ans, on va vous répondre tout de suite. Alors si vous envoyez un mail, ça sera peut-être un petit peu plus long en traitement parce qu'il faut aussi qu'un mail, il faut qu'on travaille plus l'écrit. Si vous nous parlez à l'oral, on va vous donner tout de suite les bonnes infos pour que vous ayez la bonne info. Mais en tout cas, l'avance est un souci, effectivement, qu'on a pris en compte aujourd'hui, très précisément. On a une vraie politique sur ce sujet. Est-ce que ça vous va? D'autres questions, s'il vous plaît? J'aime beaucoup ces questions, moi. Ah, on a encore quelqu'un Monsieur, là. Jeanne? Il y a un monsieur Le en micro rouge. est allumé, mais ça ne marche pas très bien. Il ne marche pas ton micro? Il fonctionne, mais pas très bien, apparemment. Il faut vraiment être bien devant. Bonjour, Grégoire Magnan, Société Philippe Frères. Ma question, c'était juste de savoir, en fait, on parlait tout à l'heure des commandes de gré à gré. C'était justement comment être sûr qu'on est dans votre base de données et que vos acheteurs, du coup, nous consultent sur ce type de commande. Donc très bien. Alors pour être dans la base de données, alors je dis juste un truc, puis tu préciseras plus. Pour être dans la base de données, c'est très simple. On vous a montré tout à l'heure AWS, le logiciel AWS. On vous a montré les documents à renseigner dans cette base. Vous le faites une fois. Vous inscrivez sur AWS une fois. Ensuite, vous êtes quelle société? Je n'ai pas bien entendu. Ah bon, vous connaissez, on travaille déjà avec vous. On vous connaît. Vous venez même sur les vrais marchés, entre guillemets. Voilà. Alors, si vous êtes sur les vrais marchés, vous êtes automatiquement sur cette petite base. Donc, il n'y a pas besoin d'y rentrer spécifiquement. Par contre, si vous êtes, comme monsieur, un artisan qui commence à rentrer dans la commande publique, par le biais de ce petit logiciel, ça lui permettra ensuite d'aller sur les gros marchés. Donc, il n'y a pas de souci. Vous êtes dans notre base. Alors après, pour l'instant, on met 3 devis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les marchés de gré à gré, ces petits marchés à 100 000, enfin là, vous êtes plus en prestation de service, Philippe Frères, c'est bien ça, donc vous êtes sur les 40 000. Ces prestations, comment dire, pardon. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même d'aller vite sur ces procédures. Donc, on prend que 3 devis. On peut aller plus loin, on peut demander 5 devis. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de candidats potentiels dans votre secteur. Il y en a
plus que 3. Donc effectivement, parfois, vous n'êtes pas sélectionné parce que, alors on vous connaît, on sait que vous travaillez bien, donc on peut vous contacter. Après, je ne sais pas comment sont vos prix, ça, je ne sais pas si vous faites des meilleurs prix. Mais c'est important de faire le bon prix et de faire la bonne qualité aussi. Donc bon, vous, par exemple, il n'y a pas de problème, vous êtes déjà dans notre base. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous êtes déjà dans notre base référencée. Alors, en parlant de notre base, il faut savoir que la base AWS est une base qui est nationale. Donc en fait, du moment que vous avez créé votre profil fournisseur, vous avez la possibilité de mettre des alertes pour recevoir des informations sur les dossiers qui sont lancés. Et AWS utilise 2 outils, l'outil marché classique et concession. Donc vous allez recevoir une information quand il y a un avis qui est posté avec un DCE à télécharger. Et l'outil demande de devis. Voilà, c'est un outil qui est en train de se développer où au lieu de passer par la boîte par mail pour solliciter les entreprises pour les 3 devis, vous passez par demande de devis. Donc en fait, l'avantage, c'est que vous êtes sur 2 bases, la base des grands et la base des petits marchés. Et ça concerne aussi bien le bassin de Thau que toute la France entière. Et vous pouvez même décider d'avoir des alertes sur certains départements et pas sur d'autres. Donc l'outil de la plateforme, il est très utile. Et puis après, la difficulté du 3 devis, c'est que c'est le référent technique qui va faire une présélection des candidats qu'il va solliciter. Donc forcément, vous pouvez des fois être sur certains 3 devis, d'autres non. Mais l'avantage d'être dans la base de données, c'est qu'une commune qui a besoin de faire un bond c'est entretien espace vert, je ne vais pas me tromper, hein, on est d'accord, qui arrive, qui ne sait pas trop, elle peut chercher sur son département ou sur sa région les entreprises de la base, et donc vous allez remonter. Voilà. Oui, parce que notre objectif, bien sûr, c'est de développer cette solution dans l'ensemble des communes. Comme ça permettra à tout le monde de discuter tous ensemble du même langage sur la même base. Donc c'est quand même quelque chose, un sacré progrès, quoi, au niveau des 3D. On n'a pas voulu laisser complètement les techniciens autonomes et faire à leur guise, parce qu'aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est d'avoir des entreprises vertueuses, hein, on vous l'a expliqué, avec ces pièces première enveloppe. La seule difficulté pour vous, c'est que si vous rentrez dans cette base, il faut être vertueux, il faut payer vos impôts, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Payez vos impôts, payez vos cotisations, et après, faire une offre de qualité, pas cher. Alors je rebondirai sur la partie être vertueux. Avec la crise sanitaire, on a eu des entreprises qui ont eu des difficultés aussi, c'est la crise, et qui ont eu droit à des échelonnements de paiement pour leurs cotisations sociales notamment. Il faut savoir qu'avec les organismes URSSAF, nous avons échangé par le biais de nos partenaires comme la CCI. Et en fait, on nous a confirmé que du moment que vous bénéficiez avec l'URSSAF d'un échéancier pour le paiement de vos cotisations sociales, en fait, quand on clique sur justement l'interface pour récupérer les attestations sociales avec les sphères publiques, du moment que vous avez un échelonnement qui est acté par l'URSSAF, ça nous donne comme information que vous êtes OK au niveau de l'URSSAF, même si vous avez un arrangement avec l'URSSAF pour échelonner vos paiements. Donc ça va aussi dans la mouvance d'accompagner les entreprises qui sont en difficulté de façon temporaire, sans pour autant ne pas sécuriser l'attribution de nos marchés, puisque, in fine, on doit quand même protéger et la ville, et l'agglo, et l'exécutif qui porte tout ça. Donc voilà, sachez que les entreprises en difficulté, les organismes font en sorte aussi que même si on nous exige des documents, on puisse les avoir, même du moment que vous avez un arrangement entre vous. Et quand on nous dit des fois, mais je me suis arrangé avec l'URSSAF, j'ai un échelonnement, moi si l'URSSAF ne nous donne pas le papier, on ne peut pas vous faire confiance, parce que malheureusement, il y a des gens qui parlent bien, qui mentent, et que nous, on est juristes avant tout, il faut qu'on ait des bases solides documentaires. Voilà, donc sachez que l'URSSAF a fait le nécessaire pour régler ce problème-là et pallier à la difficulté de l'absence d'attestation et d'échelonnement. Voilà, c'est calé là aussi. Oui, aujourd'hui, on est sur un virage complet. Hein. On enlève toutes les anciennes méthodes qu'on avait avant, avec les papiers. On a supprimé les papiers, on a tout supprimé. Aujourd'hui, on est sur quelque chose on passe une étape. Voilà, à la commande publique, on passe une étape. Et il faut malheureusement, vous êtes nos prestataires, il faut que vous passiez avec nous cette étape. Sinon, vous allez rester sur le bord du chemin et c'est pas ce qu'on veut, quoi. Donc, on essaie de trouver quelque chose de simple et qui soit aussi efficace pour vous et pour nous, fiable, efficace, rapide. On vous a dit que vous concentrez sur votre offre, c'est tout ce qu'on vous demande. On s'occupe du reste, on va dire. Est-ce que ça vous va la réponse? Une autre question peut-être? On a le temps, hein, vous voyez, on est largement en avance. Donc. Je sais qu'il y a des rafraîchissements qui sont prévus avant le début des ateliers, donc du coup là on va vraiment en profiter parce qu'il est tôt. Est-ce que tu peux passer la slide après s'il te plaît? Rachel, oui, il y aurait une question s'il te plaît. Excusez-moi, je vois pas très bien. Une question? Oui, bien sûr. Ah, je ne voyais même pas, monsieur. Je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Bonsoir, Hervé Le Mercier, Littoral Nettoyage.
Je voudrais savoir au niveau de l'évolution du dossier technique et la partie offre et la partie prix, vers quoi vous souhaitez vous évoluer? Parce que durant les dernières années avant, on était plutôt sur du 40% technique et 60% prix. Et est-ce que vous avez tendance est-ce que vous avez tendance à vouloir inverser cette notion pour justement que l'offre technique, puisque vous nous le dites vous-même que l'offre technique, bosser l'offre technique et nous on s'occupe de l'administratif, elle soit vraiment mise en valeur par rapport au travail qu'on doit rendre? Parce que je me rends compte que les appels d'offres qu'on a réussi à obtenir en étant le moins 10 ans, parce qu'on était à 60% tarif, ça ne fonctionne pas bien. Merci. Oui, merci pour cette question, elle est très intéressante. C'est une question qu'on se pose, je vais vous dire, sur chaque projet aujourd'hui. La question du poids de chacun de ces critères. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les critères, c'est mathématique. C'est des pourcentages, on donne des points, et à la fin, ça donne un classement. La politique de l'administration, qui était quand même celle qu'on a connue, vous étiez là aussi, avant la Covid, c'était quand même une politique de restriction budgétaire. Donc on devait faire pareil avec moins d'argent. Donc on a fait pareil avec moins d'argent. Mais on n'a peut-être pas fait aussi bien que ce qu'on faisait avant avec moins d'argent. Donc aujourd'hui, on est dans le même problème. Sauf qu'on a une problématique encore plus importante, qui est qu'en face de nous, les entreprises ont besoin d'argent. Mais nous aussi, on n'a pas beaucoup d'argent. Donc le critère prix restera toujours, à mon avis, un critère qui fera au moins un poids de 30% dans les consultations. Alors ça dépend de la consultation. Il y a des consultations où on se dit, vu la concurrence qu'on va avoir, on sait très bien que ce n'est pas le critère forcément du prix qui va être prépondérant, mais plutôt le critère de la valeur technique. Ça dépend aussi le projet en lui-même. Si on veut quelque chose d'extrêmement bon sur le plan technique, on se dit il faudra bien passer la main à la poche pour l'avoir. Mais néanmoins, vous comprenez bien qu'on ne peut pas nous partir sans prendre en compte ce critère prix. Aujourd'hui, le critère prix, légalement, tous les appels d'offres, c'est obligatoirement, il y a un critère prix. Le critère prix est obligatoire, vous ne pouvez pas ne pas le prendre. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas choisir uniquement sur délai et valeur technique. Vous êtes obligé d'avoir un critère prix. Alors, on a des contraintes budgétaires, vous avez aussi des problèmes financiers aussi, comme nous. Donc l'objectif, c'est pas que ce soit forcément un critère prépondérant. Le 60-40, le 60 prix et 40 valeurs techniques, ça a été longtemps la politique, effectivement, encore aujourd'hui, beaucoup. Ça dépend des appels d'offres, ça dépend des sujets. Mais c'est vrai qu'on a une tendance aujourd'hui, comme le disait M. Escarguel, à faire remonter aussi l'environnemental. Donc on est quand même sur l'aspect qualitatif, vous voyez, il l'a dit tout à l'heure. On ne parle pas de l'offre technique en tant que mémoire technique, parce que là on pourrait faire toute une grande discussion sur le mémoire technique tous ensemble, parce qu'on n'a pas tous le même niveau sur le mémoire technique. Il y en a qui savent très bien faire le boulot et qui font des mémoires techniques qui sont assez faibles, et malheureusement vous êtes jugé sur votre copie, ce qui n'est pas forcément, on vient me dire, les techniciens viennent me dire j'ai bossé avec lui, il bosse super bien, par contre son mémoire c'est pas développé, il n'explique pas comment il vient, il n'explique pas ce qu'il fait des déchets, il n'explique pas comment il traite tel sujet, ou il n'a pas fait un zoom sur telle partie du projet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Malheureusement on ne peut rien faire. À part, et maintenant, alors, il y a des ouvertures. Depuis 2016, on nous permet maintenant de vous poser des questions. Parce qu'avant, vous avez connu les appels d'offres, c'était pas bon, hop, c'était rejeté. Aujourd'hui, maintenant, on peut vous récupérer. Ce qu'on appelle la régularisation d'offres irrégulières. Aujourd'hui, on peut vous demander des éléments qu'avant, on n'avait pas le droit de vous demander. Est-ce que vous êtes sûr que... Est-ce que vous avez bien pris en compte ça? Alors après, si vous dites, moi, je ne l'ai pas pris en compte, et je fais varier mon prix de 30%, malheureusement, là, je ne pourrais pas vous prendre. Mais aujourd'hui, on a une politique, nous, qui est plutôt bienveillante par rapport aux entreprises. Le mémoire technique, ce n'est pas forcément l'élément prépondérant, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est l'élément sur lequel les techniciens, tous les jours, ils travaillent sur des mémoires techniques. C'est eux qui analysent le mémoire technique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, il y a des gens qui font, comme je vous dis, des très bonnes prestations, qui sont mauvais en technique, en mémoire technique. Il y a des gens qui font des super mémoires techniques. J'ai eu le cas récemment. Et on sait que la société, ça ne marche pas, quoi. Et là, on est à l'inverse. Et on est obligé, nous, de contracter parfois avec quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas fait du bon boulot. Donc, c'est très compliqué, les critères, parce qu'après, on ne peut pas revenir dessus. Et au niveau des critères, je vais revenir aussi sur le fond qui est donc l'établissement de votre offre financière. On est vigilant sur la détection des offres anormalement basses, puisqu'on sait qu'une offre anormalement basse, elle va être gage de risque d'exécution ultérieure dans le cadre du marché.
Donc on est très vigilant par rapport à ça. Il y a différentes façons de détecter une offre. Dès qu'on a différents, que ce soit en termes de temps horaire, de temps passé, que ce soit en termes de prix, de coût horaire, ou que ce soit également sur le fait que la prestation par rapport à ce qui est proposé, le prix qu'il y a en face, ça ne semble pas cohérent, on déclenche un processus pour demander des justifications auprès des entreprises. Donc si les justifications ne sont pas très probantes, on exclut les entreprises en considérant que leur offre elle est anormalement basse. Et quand les entreprises, elles ne rentrent pas dans ce prisme de l'offre anormalement basse, mais qu'elles sont, on va dire, moins disantes, c'est à l'entreprise aussi de se dire, alors moi je veux absolument, des fois vous voulez faire des coups de, pas des coups de promo, mais se dire, je veux absolument le marché, allez, je baisse un peu ma marge parce que je veux absolument y aller dessus. Le problème, c'est qu'il faut être sûr que si vous voulez baisser un peu votre marge, vous puissiez assumer au long terme, sur le long terme l'exécution des prestations. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu compliqué parce que, notamment sur vos prestations, si vous dites, allez, je prévois quelqu'un en moins parce que du coup, je réduis mes coûts, mais on va s'organiser. Sauf que sur le nettoyage, il faut savoir qu'on lance un groupement. Donc en groupement, il y a du gros volume. Et le parti pris de se dire, allez, j'enlève quelqu'un, ça me fait baisser mes coûts unitaires parce que du coup, je serais mieux placé en critère prix. C'est un pari qui est risqué après en termes d'exécution pour pouvoir tenir la route. Je comprends que vous vouliez travailler, vous vouliez obtenir le marché. Tout le monde fait ça à un certain niveau. Mais c'est un pari. Voilà. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et c'est compliqué. Nous, on ne peut pas se permettre de parier sur l'argent public, de mal dépenser l'argent. Donc il y a des fois, on sait qu'on va bien le dépenser, on va dépenser plus que prévu parce qu'on va payer de la qualité. Et puis après, quand on sait qu'on ne veut pas payer de la surqualité, on va noter à peu près pareil le prix et la valeur technique. Et puis des fois, quand on veut départager des entreprises, c'est plutôt le prix qui va faire la différence parce qu'on sait que les entreprises qui vont se positionner ont le même type d'expérience, le même type d'équipe, de référence, etc. Et donc du coup, c'est le prix qui va faire la différence aussi. Donc on ne peut pas se priver d'un critère aussi important, surtout dans le contexte... parce que si on veut vous aider hors marché public et faire aussi de la commande publique, il faut qu'on puisse avoir les caisses de la structure qui soient remplies. Donc le critère prix, malheureusement, c'est difficile de vous dire on va inverser la vapeur, mettre du 60-40 valeur technique, parce qu'il y a des dossiers où on le fait déjà, il y a d'autres dossiers où on ne pourra pas le faire pour les raisons dont on vous a expliqué. Donc après, c'est toujours délicat pour un entrepreneur de savoir bien se positionner par rapport à ses concurrents, par rapport à l'offre qu'il propose et aux attendus pour répondre à nos besoins. Je sais que c'est compliqué, mais malheureusement, on ne pourra pas vous répondre aujourd'hui que c'est 40% le prix à partir d'aujourd'hui sur nos consultations. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose de systématique. Voilà. Je sais qu'il y a certaines administrations qui le font de façon systématique. J'ai même vu du 70-30 en prix, c'est le cas sur Montpellier. Ce n'est pas notre politique. Nous, on a vraiment une vision par dossier. Quand on fait quelque chose de simple, très simple, comme le disait très justement Rachel, on tombe sur des entreprises qui sont toutes équivalentes. La même chose équivalente, vous comprenez bien que c'est le prix qui fera la différence. C'est un peu comme ça pour vous quand vous êtes vous-même consommateur. Entre deux choses qui sont exactement la même technique, vous allez choisir celui qui est le moins cher. C'est un peu une politique de bon sens, de bonne gestion. Après, ce n'est pas une obligation. Quand le projet est plus complexe et qui nécessite... Moi, je vais vous dire que je pense que l'innovation est un élément sur lequel il faut jouer. Effectivement, lorsque c'est innovant, la valeur technique redevient la valeur principale. Parce que là, on sait très bien que c'est innovant, qu'on va avoir à payer quelque chose de différent, que le temps de travail de l'entreprise sur son mémoire est important et que voilà, il faut rémunérer tout ça. Donc ça dépendra toujours du projet, sachant que, comme le disait Rachel justement, le prix, c'est quand même un élément qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Voilà. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais on ne peut pas inverser la tendance. Voilà. Désolé. Une autre question peut-être ? Tu n'aurais pas dû dire qu'il y avait des rafraîchissements. Moi, je commence à avoir la gorge sèche, je suis désolée, je parle depuis longtemps. Moi aussi. Pour ceux qui commencent à partir, discrètement, mais que je vois quand même partir. C'est Monsieur Vidal. Si c'est possible que vous puissiez faire votre retour sur l'intervention d'aujourd'hui, afin qu'on fasse une petite campagne de satisfaction, à commandepublique@agripol.fr. Également sur votre demande à cette adresse-là, on pourra vous transmettre la liste des projets qui vous ont été présentés de façon plus ou moins succincte par nos directeurs. Le PowerPoint que je viens de vous présenter avec Emmanuel sera également diffusable à votre demande.
Et puis du coup, ça sera aussi l'occasion, si vous avez des questions qui vous viennent à l'issue de l'intervention, vous pourrez les poser dessus. Alors pour revenir sur la liste des projets, cette liste elle vous sera transmise sur demande bien évidemment. Alors cette liste ce ne sont que des estimations, hein, les valeurs, les temps, les délais, etc. hein. Donc c'est pas de l'argent comptant, c'est pas du marbre, il peut se passer plein de choses. C'est notre projet, c'est ce qu'on devrait faire l'année prochaine, enfin cette année pardon, en 2021, c'est ce qu'on devrait réaliser. Il peut y avoir des impondérables bien sûr. Donc, mais c'est des choses qu'on va réaliser en tout cas cette année ou premier trimestre de l'année prochaine. Donc c'est une liste de courses, à vous de bien surveiller sur notre site. Tout à l'heure vous avez vu la petite, lorsque j'ai manipulé que j'arrivais pas, c'est notre site, vous rentrez sur notre site, elle se moque, vous rentrez sur notre site et vous avez donc bien toute la liste. N'hésitez pas à le faire, mettez-vous des alertes, comme ça vous êtes toujours informé de ce qui se passe sur l'agglo et sur le territoire de l'agglo, pas que l'agglo. Vous avez vu, il y avait du SMBT, il y avait du OTI, il y avait du Ville de Sète, il y avait du SAM. Bientôt, il y aura du Poussan, il y aura du Villeverac, il y aura du... Voilà, il faut pas... il y en a d'autres qui viendront pas, mais il y aura... Disons que n'hésitez pas à le faire, on a tout centralisé sur un point, et tout revient sur un même point. Aujourd'hui, c'est la grande chance de la mutualisation, c'est ça, je crois, qu'aujourd'hui, vous avez un interlocuteur unique pour tout le territoire. N'hésitez pas à nous interroger, n'hésitez pas à nous contacter. On n'est pas une commande publique à l'ancienne, dans notre tour d'ivoire, à rejeter les fournisseurs en disant « ils me cassent les pieds ». Pas du tout. Venez nous voir, posez-nous des questions et on va vous aider. C'est notre objectif, c'est de vous aider à passer avec nous cette étape, qui est la nouvelle étape de la commande publique. Aujourd'hui, on part dans le numérique. On n'est pas tous des férus d'ordinateur, on n'est pas tous hyper à l'aise avec l'ordinateur. Il suffit de voir comment je gère la page internet. Voilà, on n'est pas tous super à l'aise, mais il faut passer l'étape. Il faut faire l'effort. Vous êtes les entreprises du bassin, c'est vraiment génial que vous soyez venus aujourd'hui. Monsieur, merci d'avoir pris votre temps. Vous disiez tout à l'heure, merci à tous d'ailleurs d'avoir pris votre temps pour nous écouter. Mais je vois qu'il y a de la volonté chez vous. Il y a la même volonté chez nous. Il n'y a pas de raison que ça ne matche pas, quoi. Il faut juste qu'on arrive à se connecter en fait ensemble. Voilà. Et vous l'aurez par le biais du site et par le biais de la plateforme qu'on vous a présentée tout à l'heure. Justement, en termes de connexion, on sait qu'on a des entreprises où ils n'ont pas beaucoup de personnel, donc du coup, ils ne peuvent pas être là, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur chantier. Donc l'intervention aujourd'hui et les ateliers seront filmés et seront rediffusés ultérieurement. On ne l'avait pas communiqué avant pour être sûr d'avoir des participations, mais il y aura un replay. Voilà. Donc je vous invite à communiquer là-dessus pour les personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui étaient intéressées. Parce que l'objectif, c'est de toucher un maximum d'entreprises, soit en direct, soit indirectement. Et puis après, au-delà du replay, voilà, on insiste vraiment sur le fait qu'on est une commande publique ouverte et surtout en attente de retour des entreprises. On est là pour vous aider. Quand je disais tout à l'heure qu'on a en début d'intervention qu'on veut dépoussiérer l'image qu'on peut avoir des juristes de la commande publique, c'est le cas. Voilà. On n'est pas là pour dire ils sont pénibles, ils ont qu'à suivre ce qui est marqué sur le règlement de la consultation, parce qu'on sait que vous ne le lisez pas, le règlement de la consultation. Voilà. Donc on est là pour vous le dire au téléphone, pour vous expliquer, pour vous accompagner. Il n'y a pas de questions bêtes. Il faut une première fois à tout. Et donc en fait, nous, c'est notre quotidien. Les signatures électroniques, on en fait des dizaines à la journée. Des téléchargements, on n'arrête pas. Alors que vous, si c'est la première fois que vous y mettez derrière l'ordinateur, c'est pas facile. C'est comme la première fois que vous avez déclaré vos impôts, c'est pas facile, quoi. Sauf la différence, c'est que nous, on répond au téléphone. Voilà. On répond et on laisse... J'espère qu'il y a personne des finances publiques dans la salle, parce que sinon, je vais me faire griller. Donc, toujours pas de questions ? On va vous libérer pour les rafraîchissements, c'est ça, en fait, que vous voulez depuis le début, c'est ça. Dites-le. Bah, écoutez, alors on va conclure comme ça cette assemblée plénière en espérant vous voir dans les ateliers. Pour ceux qui se... Justement par rapport aux ateliers, donc là il y a le rafraîchissement en sortant de la salle juste au début de l'entrée du théâtre. Et ensuite vous aurez deux de nos collègues qui vous feront le guidage pour aller aux ateliers clause sociale et facturation. Alors de façon pratique en raison du Covid. Les entreprises qui se sont inscrites à plusieurs ateliers devront suivre mes collègues pour aller au rez-de-chaussée. Et c'est les intervenants qui feront chacun leur tour, leur présentation. Et ceux qui n'ont choisi que l'atelier commande publique, ça sera ici,
à l'issue des rafraîchissements à l'heure prévue sur le programme qui est 16h30, je crois, de mémoire, non? Peut-être commencer plus tôt. Oui, c'est ça, 16h30. Voilà. En tout cas, j'espère que vous serez plus bavard en atelier qu'en plénière. Je vous promets, on ne mord pas, hein, on est gentil. Si, elle, si. Merci. Merci à vous.